Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Jour de Coupe. L'émission qui débriefe tranquillement tous les soirs à 23 heures les matchs de la journée en Coupe d'Afrique et en Coupe d'Asie parce que voilà, on démarre toujours très très bien l'année avec ces deux compétitions continentales assez passionnante. Bon, pas tous les matchs, surtout aujourd'hui, mais en tout cas, on se régale, on se régale. On va saluer ceux qui sont dans le chat. Bonsoir à Max Lar, Monsieur Yas, Red le Rouge, Al-Rami, Loukman, qui s'est régalé avec le Maroc. Imperator Ombrem, Al-Rami, je l'ai dit. Sabri 9007, bonsoir à toi. Ouais, à Dino Ounaï, on en parlera de tout cela. On en parlera forcément du Maroc. On va revenir sur cette journée de Coupe d'Afrique avec le match du Maroc, avec le match du soir aussi de la RDC et ce concours de tir au pigeon. On y reviendra dans un instant. Et on reviendra aussi sur la Coupe d'Asie avec les deux matchs du jour parce qu'il n'y avait aussi que deux matchs. Celui magnifique opposant le Liban et la Chine. J'espère que vous étiez. Je sais qu'il y en a certains qui étaient avec nous pour vivre ce Liban-Chine qui est probablement le plus grand match que l'on a vu depuis le début de l'année. Je pense même qu'on peut arrêter l'année là-dessus. Non, je déconne, mais enfin, on en reparlera un petit peu. Et surtout, on parlera de la qualif du Qatar dans un instant. Un Qatar qui a... bon, on en parlera face au Tadjikistan. Avec moi, pour m'accompagner, vous en avez un petit peu l'habitude ces derniers temps, deux Tunisiens. Un qui est en Afrique, enfin un qui regarde bien la Coupe d'Afrique, l'autre qui vit son plus beau moment en Asie, tout simplement, Moyen-Orient, au Qatar. On va commencer par celui qui a suivi la Coupe d'Afrique avec nous, Monsieur Farouk Abdou. Salut Farouk. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Nico, bonsoir Loukman, Le roi. qui, qui est dans un niveau d'enthousiasme conforme à la prestation de sa sélection favorite. Bonsoir Let's Go. Enfin, une équipe nord-africaine qui assure, ça fait plaisir. Enfin, un favori qui montre de la maîtrise, ça fait plaisir aussi. Et je vais être moins casqué ce soir, puisqu'il n'y a eu que 2 matchs aujourd'hui et non pas 3. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que tu fais bien de parler de cette équipe nord-africaine parce qu'en plus, on l'a évoqué hier soir sur la notion de est-ce que les Nord-Africains en Afrique subsaharienne souffrent particulièrement. On a eu la bonne réponse du Maroc. Salut à Salim qui est depuis Abidjan. Salut mon Salim. Et puis donc je vais saluer celui qui est au Qatar pour vivre sa meilleure vie, Monsieur Letko. Comment vas-tu? Ça va Nico, ça va Farouk, et salut au chat. Donc ouais, bah bientôt cette nouvelle vie va bientôt s'arrêter dans quelques jours. Donc mais on profite encore des derniers instants du fabuleux cadre que nous offre le Qatar et la belle organisation qu'on profite de cet événement parce que voilà, moi de ce que je vis franchement comment dire le pays organise vraiment bien sa compète, a une grosse communication autour de cette Coupe d'Asie. La hype monte de plus en plus et quand les matchs coup près vont arriver, ça va être pas mal. On aura des belles affiches. On en parlait en off. On risque d'avoir des très belles affiches en huitième et voire en quart de finale de cette Coupe d'Asie. Donc c'est parfait. Donc bonsoir à tous. Ouais, il y a moyen qu'on se marre. Je vais pas dire la même chose sur l'orga en Côte d'Ivoire, nous dit Salim. Bah, en tout cas, alors après, l'orga que vit Letko, c'est l'orga du côté fan, spectateur, pas du côté journaliste, pour le coup. Pour ne rien te, pour on en avait déjà évoqué. J'en profite pour saluer Flo Balmont FC, magnifique pseudo. Euh, on l'avait déjà évoqué sur la première émission. On avait prévu d'avoir des gens au Qatar avec des accréditations et tout, mais ça a été un tel chantier pour avoir des accrèdes. En fait, c'était pas les accrèdes le problème, c'était les visas au Qatar. Il fallait donner une date d'arrivée, une date de sortie. Enfin, c'était très compliqué. Et au final, voilà, on a lâché l'affaire. Nos gars ont un petit peu lâché l'affaire. Alors Vas-y. Nico, si je peux t'en parler du visa très rapidement. Après, comme ça, on peut commencer vite l'émission. Euh, où j'avais fait une demande de visa, moi, un peu comme tout le monde, avec l'application AIA, etc., qui a été acceptée, etc. Mais en vrai de vrai, pour être honnête, t'as pas besoin de visa vu qu'on a le passeport français. Tu rentres au Qatar, En en fait, fait, c'est le ouais, policier, c'est le policier qui va te faire le visa sur oui, place, il va te oui, prendre mais tes pas pour nous, empreintes, pas etc. pour les demandes d'accrède. Ah, Pour les d'accord. demandes d'accrède, en fait, il y avait, pour rentrer un petit peu dans le truc, et après on commencera véritablement Ouais, l'émission, tu avais une ouais. première étape qui était en gros, tu soumettais ta demande à l'AFC,
Et une fois que cette demande était validée, tu devais passer par je sais plus qui au niveau de, on va dire l'administration qatari qui devait te livrer une lettre que tu devais ensuite refournir à l'AFC pour valider véritablement derrière pour avoir la validation définitive de ton accréditation. D'accord. Et le truc, c'est que le timing était très court. Et en gros, une fois que tu avais envoyé ta demande, tu n'avais plus aucune nouvelle de l'administration qatari. Donc c'était le bordel. Voilà, concrètement, s'il n'y avait pas d'autre mot, c'était le bordel. En tout cas, pour mes gars, c'était un peu le bordel. C'est pour ça qu'ils ont un peu lâché l'affaire. C'était Boris et Joe qui devaient aller là-bas. Après, je vous l'avais dit l'autre jour, on avait un autre projet qui était d'aller suivre des sélections. Mais bon, ça a été un peu plus compliqué que ça. Bref. On va se lancer dans l'émission. On va commencer par l'Afrique. Je suis pas sûr que ça soit le véritable Florent Balmont, Règle Rouge. En Côte d'Ivoire, ils ont eu la très bonne idée d'offrir 2 matchs dans le même stade en un jour pour un seul ticket. Ouais, bah écoute. Après, on l'avait dit, c'était pas cher que ça soit en Côte d'Ivoire. On nous avait donné les tarifs l'autre jour. Et au Qatar, on l'a dit, c'est 6,50 € le premier tarif pour aller voir les matchs. Je crois que c'est, si tu me corriges, Letco, si je me trompe, c'est 30 € le match le plus cher. Là, aujourd'hui, là, aujourd'hui, pour le Qatar, j'ai payé 10 €. Voilà. Ouais, légèrement plus. Voilà. Ouais, voilà. Mais tu étais plutôt bien placé. Au poteau de corner. Bref, on va y aller. On va commencer par l'Afrique. Et donc, forcément, on va commencer par ce qu'évoquait Farouk tout à l'heure, par le gros morceau que l'on attendait. On les attendait vraiment, pour le coup. Alors, bien évidemment, on les attendait parce que demi-finaliste mondial, parce que candidat au titre, parce que c'est un petit peu notre autre favori avec le Sénégal, on l'a déjà dit l'autre jour. La réponse donnée par le Maroc, j'ai envie de dire, Farouk, elle a été conforme un petit peu à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Ils ont totalement maîtrisé leur match. En fait, on attendait un scénario de match conforme à ce à quoi le Maroc devait s'attendre et vers quoi il devait évoluer. Si je reprends un rapide historique, quand le Maroc a réentamé sa renaissance, donc quand il a fait une bonne CAN 2017, c'était un groupe de soldats constitué par Hervé Renard. Donc avec notamment le très actif Faisal Fajr qui faisait tous les coups de pied arrêtés. C'était une CAN où le Maroc avait récupéré les cœurs du public avec plus de fighting spirit que de créativité offensive, mais ça avait été le début de quelque chose. Ensuite, on introduit de la créativité, on rappelle Ziyech, et c'est comme ça que le Maroc s'est qualifié à la Coupe du Monde 2018 où il fait une bonne phase de poule. La transition vers la CAN, c'est-à-dire briller en Coupe du Monde et essayer de faire un bon résultat sur la CAN, avait été compliquée après la Coupe du Monde 2018 parce que justement, il y avait ce même type de scénario de match qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire pouvoir être patient face à un bloc très resserré, ne pas se précipiter, poser le jeu sereinement. Et le Maroc, époque post-Coupe du Monde 2018, avait eu quelques petites difficultés là-dessus. Donc là, le défi pour le Maroc de Regragui était similaire. Pour switcher vers l'épreuve continentale, il faut maîtriser d'autres scénarios de match que la Coupe du Monde 2022, faire le jeu, composer avec le fait que l'adversaire va te laisser le ballon, va te laisser l'initiative. Là, pour le coup, la Tanzanie nous a mis un bon petit 5-3-2 avec blocage des couloirs parce qu'ils pensaient effectivement que la largeur allait être exploitée, optimisée, notamment du côté Ziyech Hakimi. Pour le coup, le Maroc n'a pas paniqué du tout, a cherché les redoublements qu'il fallait, ça a bien tourné vers l'axe. On peut souligner aussi qu'El Zelzouli fait une bonne prestation, un Ziyech qu'on peut qualifier d'affûté. Oui. J'aime bien le côté très première intention dans toutes ces initiatives, dans le body language, dans l'attitude. On voit vraiment un joueur retransformé en ce qu'il était, peut-être pas loin même du niveau Ajax de l'époque. Et du coup, patiemment, en se procurant des coups de pied arrêtés, en s'approchant, ils ont réussi à débloquer les choses en première mi-temps face à une Tanzanie dont les intentions étaient proches du néant. Je sais même pas si on peut utiliser ce mot intention. En fait, effectivement, à part les 5 premières minutes de la seconde mi-temps où ils poussent un peu, et il faut le dire, un nombre très important de fautes, voire même des fautes très dangereuses. Ouais, c'est ce que dit Al-Rami dans le chat. Je pense que le premier Tanzanien qui a assassiné un Marocain devait recevoir une grosse prime. El Zelzouli, il s'en prend 3. Ouais, dont une très sévère. Hein. Oui, mais en fait, la crainte qu'il y avait, je pense, pour beaucoup de personnes qui suivaient le match, c'est qu'il y a toujours un 0. Tu peux pas commencer à sortir les mecs parce que tu as quand même besoin
de finir le boulot, mais ils commencent à tous prendre des coups. La compétition est très longue. Si tu en perds un ou deux là, c'est une très très mauvaise opération. Donc il y a eu quand même un moment de flottement qui n'était pas dû à du football, ni à du jeu. C'est comment est-ce qu'il faut qu'on Comment on gère? fasse pour ménager nos gars et faire en sorte de finir le boulot. Ouais. Euh, Alors, je te après, coupe 2 effectivement, secondes, oui, juste je t'en prie. parce que je vois par rapport aux messages qui s'accumulent. Salim Oui. qui nous dit que le Maroc était aussi très très attendu visuellement parlant, hein, conférence de presse assez dingue avec tellement de journalistes que beaucoup ne pouvaient pas s'asseoir, hein. Donc oui, bon après c'est l'équipe, voilà, hein, Oui. c'est la grosse équipe attendue parce que, on l'a dit, hein, demi-finaliste mondial quand même. Et puis il y a eu Donc une délégation très importante qui est venue. Du coup, effectivement, c'est une équipe très attendue, ouais. Aussi Donc, médiatiquement. voilà. Donc on va reprendre parce que effectivement derrière je vois. Alors évidemment, comme dit Red, c'était la Tanzanie. On va peut-être faire, tu sais quoi, avant qu'on continue sur le Maroc, on va faire juste une parenthèse sur la Tanzanie Oui. pour pondérer un petit peu. La parenthèse sur la Tanzanie, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être la première équipe qui s'est comportée comme un petit. Bah en fait, parce que là c'est le début où je vous balance des statistiques à la gueule pour vous donner un éclairage important. La Tanzanie, quand elle avait joué la CAN 2019, ça marquait beaucoup de buts, ça encaissait énormément de buts, ce qui avait été extrêmement rédhibitoire. Ils ont un peu disparu de la hiérarchie à cause de ça. Et ils sont revenus à des choses plus basiques. Bah, de toute façon, c'est juste simple. Qualification à la CAN 2023, 3 buts marqués en 6 matchs de poule de qualif, 4 encaissés, donc une différence de -1. Et ils mettent quand même 8 points pour se qualifier. Donc avec Solide. des intentions offensives effectivement proches du néant. Donc la Donc 8 prestation points, ça fait d'aujourd'hui, quoi? 8 points, ça fait 2 victoires, 1-0 et 2 nuls, c'est ça? oui, je crois qu'ils perdent 2-0 contre l'Algérie, puis après ça a été à grands coups de 1-1, de 0-1, de 0-0. Je pense quelque chose de très épanouissant, hein. Et du coup, bah, c'est à peu près dans la même idée qu'ils ont abordé le premier match. Et le peu de frémissement qu'il y a eu les 5 premières minutes de deuxième mi-temps, bon, le Maroc les a gérés tranquillement. Et effectivement, ensuite, le carton rouge a continué d'étaler les espaces. Et le Maroc a fini le boulot avec l'homme du match, Asdin Ounahi, qui fait une action, donc percée, sollicitation d'un 1-2, frappe à ras de terre, qui est vraiment très propre. On a vu de la bonne maîtrise technique et son statut d'homme du match n'est pas usurpé. Et enfin, première passe décisive pour Achraf Hakimi dans la foulée pour En-Nesyri, qui met le 3-0 et qui du coup permet de finir le boulot assez proprement pour le Maroc. Ouais. Et tu vois, ouais, vas-y, let's go. D'ailleurs, Nico, j'ai une statistique pour En-Nesyri. C'est sa 4e CAN où il marque au moins un but. Donc, il a marqué dans les 4 dernières CAN. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure C'est une très belle régularité. Ouais. Voilà. Très belle régularité hein, pour un attaquant qui, pour le coup, dans ses caractéristiques à ses débuts, était un peu qualifié de, on va dire, très volontaire physiquement, un sacré point d'appui, de sacrés appels, mais un peu de carence dans la finition. Au final, quand on regarde un peu le fil de sa carrière, à chaque fois qu'il a fallu mettre des buts qui ont compté jusqu'à maintenant, il l'a fait. C'est vrai qu'il a c'est vrai qu'il a cette qualité de marquer quand il faut, de marquer dans les moments importants. C'est pareil à Séville, hein. Et voilà. Sinon, par rapport à la gestion du match, ce que tu abordais tout à l'heure, avec des Tanzaniens qui, plus ça avançait, plus commençaient à envoyer des, des bonnes grosses boîtes des familles. Oui. Tu vois, par rapport à Abdé, par exemple, je pense que tu peux faire entrer Bouffal plus tôt et ça changera pas grand-chose. Bah, je pense que Regragui rechignait à bouger sa config tant que le match n'était pas entre guillemets plié, parce que si tu fais des changements un peu tôt et que l'agressivité s'amplifie, tu as lancé d'autres joueurs et tu les as déjà mis dans une sale situation. C'est-à-dire que peut-être potentiellement tu crames des changements pour rien. Dans ce contexte-là, il est compréhensible que lui se soit dit je bouge pas tant qu'ils m'ont pas fini le boulot. Ouais. Mais dans l'ensemble, ils s'en sortent pas trop mal vu le nombre de fautes qui se sont accumulées. Je pense pas qu'il y a eu trop de bobos. Et comme on est sur les statistiques, du coup, peut-être il a sorti la machine à stats, le Farouk, ce soir. Hein. Oui, bon, celle-là, elle est pas. Celle-là, j'ai pas fait un calcul très savant pour la
pour la claquer. Donc Miyoshi, le joueur tanzanien expulsé aujourd'hui, expulsé contre le Maroc en octobre, en qualif de Coupe du Monde. Donc 2 expulsions consécutives contre le même adversaire. Maroc-Tanzanie pour le match retour de la phase de poule de Coupe du Monde en 2025. Une possible passe de 3, parce qu'il aura purgé ses suspensions. Si, En tout cas, s'il joue. je sais pas si on doit dire en tout cas on lui souhaite, mais C'est un record un peu particulier qui pourrait sortir de l'ordinaire, mais il y a peut-être un truc à faire. Hein. bah, disons que s'il veut être cité dans des quiz à l'avenir, il sait ce qu'il doit faire. Oui, et je pense que parmi les choses qu'on regardera avec attention pour ce match qui est prévu en mars 2025, une possible passe de 3, je ne vous cache pas que rien que pour l'humour, je vais regarder si, si la série est complétée. En tout cas, voilà. Bah, écoute, on verra bien, on surveillera. En tout cas, bon, voilà, hein, on a vu l'impression générale. Moi, ce que j'ai trouvé surtout, hein, tu l'as évoqué hein, tout à l'heure, c'est surtout cette notion de gestion du match, dans l'ensemble, de gestion du tempo. Alors, Ziyech était important là-dessus, je trouve aussi. C'est ce que j'ai trouvé intéressant avec Ziyech dans le match. C'est, tu disais, cette capacité à jouer en première intention, mais surtout à contrôler un peu le tempo. Euh, Après, si on doit appuyer un petit peu peut-être sur des points négatifs, euh, difficile d'en trouver, surtout qu'en plus, bon, on l'a dit, on a pondéré, hein, la Tanzanie n'a pas à proposer grand-chose en face. On verra quand l'adversité va monter d'un cran pour le Maroc. Euh, ça penchait quand même très très fort hein, du côté Hakimi Ziyech. J'aurais juste un point peut-être, mais c'est faut relativiser également. J'ai trouvé Amala un ton en dessous des autres. Après, dans un match où dans votre zone, vous n'êtes pas super menacé et que Ouais. le truc, c'est que quand tes coéquipiers combinent, tu attends la balle, mais on attend de toi aussi que tu fasses le bon enchaînement. Il y a eu 2 ou 3 reprises où il rate un peu ça, et du coup, c'est pour ça qu'on a tendance à dire qu'il est un temps en dessous, mais il faut relativiser. Et je pense pas que pour autant il ait perdu beaucoup de points, mais sera peut-être plus sollicité dimanche contre la RDC. Ouais, probablement. En tout cas, voilà, on a trop trouvé. Enfin, après, on a trouvé des certitudes. Ils n'ont pas été trop menacés non plus, hein, mais la défense, Saïs Aguerd, bon, bah voilà. Hein. Bah, Euh, ça y est, le ouais, jaillissement qui suit le coup franc de c'est Ziyech, ça. extrêmement efficace. Je sais pas si on peut reprocher grand-chose à Manoula, hein, le portier tanzanien, parce que le coup franc de Ziyech, la trage, voilà quoi. La trajectoire, et puis surtout le gros plan sur Ziyech avant de tirer. Moi, j'insiste sur un truc, et je pense pas que Lookman, qui est dans le chat, ne sera pas d'accord avec moi. L'attitude et le body language de Ziyech, complètement focus, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Donc, ça traduit beaucoup de choses, une grosse concentration sur ses passes, sur les percussions, sur les coups de pied arrêtés. Je sais pas, rien que le gros plan qu'on voit avant qu'il tire, on s'attend à quelque chose d'efficace. Et efficace, ça a été. Mais c'est vrai que pour le coup, ça fait plaisir, hein, parce que il avait quand même ce côté un petit peu, ouais, je vais peut-être abuser sur le mot, mais ce côté exaspérant. C'est-à-dire que Ziyech, tu sais que, enfin, c'est un talent incroyable, mais c'est vrai que ces dernières années, putain, Ziyech, c'était chaud quand même, hein. Oui, mais ouais, effectivement, je pense que le passage à Chelsea était Bon, je pense qu'il détruit à peu près tout quelque le monde, chose hein, le qui a passage à été. Chelsea. Mais Oui, bien sûr, bien sûr. Mais a posteriori, bah, effectivement, ça l'a un peu coupé dans son élan. Il fallait retrouver un cadre un peu plus serein pour pouvoir retrouver son jeu, retrouver du rythme. Euh, Effectivement, là, dans l'autre sens du terme, bah, en fait, tous les membres du groupe Maroc 2022, bah, ça les a tous soit lancés, soit relancés, soit ressuscités, parce qu'on sort, pas, on sort transformé d'une expérience pareille. Quand on a été, on va dire, la sélection qui a porté les couleurs de l'Afrique le plus loin qu'aucune autre n'a fait. Et là, enfin, l'attitude et la concentration et le peu de déchets qu'il y a eu dans ces passes prouvent que ça va être un atout très important pour les Lions d'Atlas. ouais, exactement. Et ben voilà, en tout cas, eux, pour le coup, ont parfaitement réussi leur entrée. On notera, on fait le petit clin d'œil, parce qu'en plus, en le disant, ça va leur porter la poisse. Donc, tous ceux qui aiment ni le Maroc ni le Sénégal seront contents que nos deux favoris ont tranquillement géré leur entrée. Hein. Oui, chacun de son côté, contre des oppositions qui ont voulu blinder,
mais n'ont au final montré que ce n'était pas la meilleure option. Je serais vraiment intéressé de voir la finale, parce que je continue à visualiser une possible finale entre les deux. Mais au-delà de ça, peut-être des équipes qui vont tester autre chose. Parce Oui. que là, chacun des deux a eu, alors ça dépend de la porosité du bloc béton, mais a eu une proposition de abandonner le ballon, on attend bas. Si les deux équipes prouvent qu'elles sont capables de perforer ça, ça va obliger les autres à faire autrement. Ah bah, c'était justement une question, hein, enfin un message qui était passé dans le chat. Alors je ne sais plus qui, je suis désolé pour lui, qui justement parlait de s'il tombe sur une équipe, bah, voilà, qui va aller vite et qui va jouer sur la profondeur, ils seront peut-être un peu plus mis en danger. Ça fait partie des grandes questions, hein, de toute façon, on attend de les voir, face à des équipes, plus ambitieuses dans le jeu, voir comment ils répondront, quoi, concrètement. Oui, mais dans les deux cas, si quelqu'un leur propose un pressing de locaux pour essayer de les surprendre et qu'eux, ils verticalisent en 2-3 passes, là aussi, ça peut être intéressant et ça peut faire très mal. Pour les deux. Ouais. Mais qui va leur proposer ça, dans quelles circonstances, faut voir. Chacun des deux va avoir un test un peu plus important au premier tour. Ça donnera de premiers enseignements. Ouais, et le prochain enseignement donc pour le Maroc, ça sera face à la RDC. On va aborder la RDC dans un instant. Ça sera samedi. Samedi? Non, pas samedi. Pas Non, samedi. Je me suis trompé dans les sauf erreur jours. de Le ma part, 21. dimanche en début d'après-midi. Ouais, voilà, à 15h. Ça va être un paramètre, ça aussi, hein. Oui, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, ça va être étudié en vue de. En fait, quand je ne sais pas comment la RDC va se configurer, se placer, se positionner en termes de laisser la possession, jouer bas, etc. Mais le Maroc, plus qu'une autre équipe, a la notion de c'est le ballon qui court et pas nous. Ou alors, si nécessité, euh, ou alors les joueurs qui ont une condition physique supérieure à la moyenne. Quand vous voyez un Hakimi multiplier les chevauchés et répéter, je pense que dans des conditions thermiques comme ça, je suis pas sûr que pour autant ça va le changer. Mais En même le temps, Maroc, plus qu'un autre, fera plus concrètement, circuler la balle. ouais, c'est ça, parce que concrètement, il y a que 3, enfin, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais j'en vois que 3 qui peuvent passer leur temps à cavaler parce que c'est un peu leur ADN. Ça va être Hakimi, ça va être Unai et ça va être El Zalzouli. Oui, 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 qui ont un jeu beaucoup plus percutant. Après, à voir si je ne pense pas que la RDC sera bloc bas, mais Nessiri, lui aussi, aime beaucoup partir de loin, mais ça ne le dérange pas de jouer en neuf un peu plus de surface. Il a un peu plus évolué là-dessus, parce qu'il y a eu une différence entre son jeu au début dans un Maroc qui avait moins la balle, qui le lançait de loin, ça y kiffait. Pour autant, s'il faut jouer un peu plus dans la surface, ça ne le dérange pas, mais lui aussi dispose quand même d'une bonne condition physique. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, ça sera le prochain rendez-vous pour le Maroc. Est-ce que tu as autre chose de particulier sur la presta du Maroc ou est-ce qu'on a fait le tour? Sauf erreur de ma part, s'il n'y avait pas une autre question, moi il me semble que j'ai fait je dis ce qu'on s'était dit de toute façon. Ouais, voilà, on est pas mal, hein. Donc voilà, ils ont confirmé. Ils ont gagné. Enfin, voilà, je pense qu'aussi, tu vois, tu parlais tout à l'heure de leur expérience, de l'expérience. On sort différent quand on a été la nation africaine qui a été le plus loin de toute l'histoire dans une Coupe du Monde. On sent que cette équipe, elle est aussi, par rapport à ça, qu'elle a cette expérience, hein. Parce que dans cette façon de gérer le match, c'est aussi l'expérience concrètement que l'on a vue. Après, c'est peut-être que chez beaucoup de joueurs, ça va être une situation de match qui vont relativiser entre on n'arrive pas à débloquer un match où l'adversaire nous attend. Ça va venir. Ils ont connu plus stressant quand il fallait conserver un résultat contre le Portugal avec toute l'armada du Portugal qui est rentrée et qui insistait de façon un petit peu prononcée. Plus la prolongation stressante contre l'Espagne. Voilà, ils ont connu des choses dans un contexte un peu plus stressant. Exactement. Bref, Qui voilà. va peut-être leur servir potentiellement. Moi, je pense à tous les joueurs qui ont été protagonistes du quart de finale de la CAN 2021 contre l'Égypte. Imaginons un autre scénario de ce type-là. Je ne pense pas qu'ils vivront
ils appréhenderont pas cette Hmm. situation de la même manière désormais. Ouais. Ce qui est aussi l'avantage, justement, hein, c'est un peu le principe, l'avantage de multiplier ce genre de match et ce genre de rendez-vous. Et évidemment, c'est toujours ça propulse en termes d'expérience. En tout cas, voilà, entrée réussie pour le Maroc. Le Maroc qui, on le disait, va affronter, passera un véritable test parce que c'est l'autre favori à la qualification, en tout cas la qualification directe de ce groupe, la RDC. La RDC qui a été accrochée par la Zambie à un but partout. Pour te lancer là-dessus, j'ai vu passer un tweet qui m'a fait beaucoup rire, qui a été tweeté par un supporter ivoirien qui a dit les Congolais ils sont venus pour tuer tous nos oiseaux et ils vont rentrer chez eux. Euh, Bah, je trouve que ça résume pas trop mal. je trouve que, alors ça résume, mais je trouve ça un peu injuste au regard du contenu proposé par la RDC. Non mais Parce que, on va revenir sur le honnête, contenu après, mais tu oui, bien vois, sûr. dans l'ensemble, ça a quand même été une sacrée opération de vendange, hein. Parce que Non, ce bien sûr. match nul-là, du but concédé à la multitude d'occasions qu'ils ont eues, ce match nul, tu sais, c'est le fameux, ce qu'on dit, le fameux match nul qui a goût de défaite, quoi. Oui, c'est possible, mais je trouve que dans le contenu, il y a quand même des motifs d'espoir parce que par rapport à d'autres générations de la RDC qui venaient avec un CV étincelant et le rapport entre le contenu et le résultat et ce CV-là était, il y avait vraiment un gap. Là, je trouve que déjà dans le contenu, c'est ce que j'ai vu de mieux de la part de la RDC depuis un petit moment. Honnêtement, moi, je me souviens notamment les qualifs de la Coupe du Monde 2018 où justement la Tunisie et la RDC avaient croisé le fer. La RDC avait un jeu plus direct, mais qui se procurait moins d'occasions durant le match. Et il y avait sur les CAN une différence entre justement la réputation des joueurs, ce qu'ils font en Europe, ce qu'ils produisent et le rendu en contenu en tant qu'équipe. Là, ok, ils ont beaucoup loupé, mais j'ai trouvé le contenu quand même intéressant. J'ai trouvé Kakuta très bon distributeur. J'ai trouvé Yohan Wissa très percutant, un peu trop collectif, mais très percutant. Ah oui, ça a été le détonateur, hein. Oui, j'ai trouvé Bakambu qui ne se cantonnait pas à un Ouais, rôle de neuf et venait beaucoup proposer. J'ai bien aimé le 10, Bongonda, ouais. même s'il y a eu de l'imprécision dans les frappes, les prises de balles, les intentions étaient quand même positives. Oui, ils ont beaucoup loupé, oui, ils ont beaucoup eu des situations qu'ils n'ont pas cadrées, mais je retiens quand même le contenu qui était intéressant. Alors Et ça, je trouve mieux que les générations récentes précédentes. ouais, ça, on est complètement d'accord. Justement, on va l'aborder le contenu, on va y aller, hein. Mais c'est vrai que, voilà, comme le dit, alors comme Max Lar nous dit, j'ai adoré ce qu'a proposé la RDC. Je pense qu'on est tous à peu près convaincus, entre guillemets, ou séduits par ce que la RDC a proposé. Moi, j'aime aussi beaucoup aimé. Et effectivement, le premier but, le but de la Zambie, c'est pas possible de prendre un but pareil. Bah en fait, Il y a rien qui va, enfin comme je l'ai tweeté, il y a rien qui va sur cette action. Déjà, il y a un mec sur le low ballon en profondeur, je sais plus qui exactement, il y a un défenseur qui couvre d'au moins 10 mètres, dans l'alignement, c'est n'importe quoi. Il y a la sortie du gardien, on ne sait pas pourquoi. Euh, ouais, la sortie est inconsidérée et surtout, et la Patson touche. Daka, que ça doit être son seul ballon exploitable du match, il flaire la bonne affaire. Ouais. Il se précipite pour jouer la touche. Là, pour le coup, il y a eu un vrai coup de vis et d'inspiration de la Zambie, mais ça a été la seule chose qu'ils ont proposé, mais ils l'ont bien fait. Cette touche rapidement jouée par Patson Daka et ce lob bien exécuté de Kangwa. Alors après, le geste technique, justement, tu le dis, le lob, faut le faire aussi, hein. Il est loin d'être assuré. Non, non, bien sûr. Et puis il y avait deux défenseurs qui avaient vu un peu trop tard, en même temps que le gardien, ce qui était en train de se passer et qui sont revenus, malheureusement un petit peu trop tard. Alors je crois Mais que c'est là Mbemba où. qui est lobé, c'est ça, hein. Ouais, je crois, Et ouais. je sais plus qui est Mbemba et le Ilonga, deuxième ouais. défenseur. Le deuxième défenseur qui est derrière fait juste n'importe quoi dans la façon dont il se jette, hein. Oui, oui, mais je pense que c'est surtout eux, dans leur cerveau, ils avaient switché, ils ont vu le truc en train de se passer, et ils ont reculé à toutes jambes pour essayer de sauver le truc, mais de manière un petit peu désordonnée. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est surtout que, pareil, si une équipe de la RDC d'un peu plus récente, elle domine, elle a ce coup du sort-là, je pense que ça fait beaucoup plus mal aux têtes
et je suis pas sûr qu'ils se relancent aussi bien. Là, ils ont pas douté, première action dans la foulée, Ah oui, la ils réponse, elle est reviennent. magnifique, hein. Oui, la réponse, elle est très très bonne. La réponse est magnifique. L'enchaînement sur le but, la transversale, l'enchaînement de Bakambu Oui, pour bonne passe, bonne Wissa. finition, ouais, ouais, c'est très très bien exécuté. Effectivement, le match est retombé dans une certaine torpeur le reste de la mi-temps, est retombé dans une certaine torpeur une bonne partie de la deuxième. La RDC pousse et a quelques bonnes positions de tir qui sont mal exploitées. Et effectivement, l'occasion où Wissa doit peut-être tenter tout seul au lieu de la donner, je pense que c'est ça qui. Ouais, c'est dur de reprocher à un Ah, attaquant je d'être un sais peu trop pas si. collectif, mais Ouais, je sais pas. Je trouve que la donner, c'est une bonne idée. Il la donne pas très bien, mais c'est une bonne idée pour le coup. Parce qu'il a pas oui, oui. forcément beaucoup d'angles, hein. Oui, oui, mais en plus, voilà, ses coéquipiers pour autant ne lui reprochent pas. Ils disent c'était bien tenté. C'est dommage parce que c'était, je pense, l'occasion et l'opportunité la plus intéressante de la deuxième mi-temps. Effectivement, le péno qui est rejugé, effectivement, il n'y avait pas main. Donc je Ouais, pense mais que là, ça c'est aurait été un incroyable. petit peu. Alors, tu fais bien de parler du penalty parce que c'est quand même quelque chose. Enfin, je pense qu'il y a un moment, il va falloir que. Enfin, il va falloir qu'il change les choses. Comment on peut, parce qu'on sait à quel point, on en a déjà parlé l'autre jour, à quel point le temps d'attente, le temps d'attente tue l'attaquant, hein, généralement. Plus le temps est long juste entre le moment où où tu poses ton ballon et le moment où on te donne le coup de sifflet, plus c'est dur pour l'attaquant. Je ne comprends pas comment on peut placer le ballon, placer le gardien, faire le discours auprès du gardien, tu marches, tu restes sur ta ligne, tu machin, et ensuite aller voir la vidéo. Je ne comprends pas. Bah, en Alors fait, je qu'en pense qu'il plus, devait le avoir une ralenti, on l'a conviction. direct, et on voit qu'il Ouais. n'y a rien. Bah, lui, je pense que c'est peut-être une conviction qu'il avait. Je sais pas dans quelle mesure la com lui a été faite de Ah dire ben je pense que la bon, com lui est faite revérifie. après, une fois qu'il a placé tout Oui, le c'est monde. possible, oui. Ouais, peut-être Mais c'est aussi. ça, Peut-être il est aussi. là le problème. C'est pas de la faute de l'arbitre, parce qu'après que l'arbitre se trompe sur l'action, bon, il s'est trompé, le VAR sert à ça maintenant. Mais, mais c'est pas possible qu'on lui fasse la communication. Je veux dire, le ralenti tombe, mais 2 secondes après l'action. Ouais, mais euh, dans le feu de l'action, tous les ambiants sont venus réclamer en disant que c'était anormal. Ils l'entourent. Le et temps qu'il se dépêtre un petit peu de tout ça, qui dit non, 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 il y a péno, on place tout le monde. C'est peut-être, il a peut-être capté ça un peu en retard. Mais ouais, effectivement, c'est venu un peu dans un deuxième temps. Mais Parce qu'après, euh, enfin, je sais pas, tu vois, le premier ralenti, dès le ralenti, on voit qu'il n'y a pas main. Très clairement. Donc, l'arbitre qui est oui, devant bien sa sûr. télé, il le voit, celui qui est Bien au sûr, VAR. mais Donc, il doit lui dire, attends, mec, il y a un problème. Direct, il doit lui dire, attends, il y a un problème. peut-être qu'il lui a dit, mais sauf qu'il était occupé à Ouais. devoir Mais en gérer fait, c'est assez général, hein. Je t'avoue que les c'est assez mécontentements. fréquent. C'est assez fréquent. On va consulter la vidéo une fois que tout le monde est placé. Parce qu'en plus, ça a double effet. C'est-à-dire que s'il y a véritablement penalty, eh ben, c'était Bakambu hein, qui voulait le tirer, je crois. Euh, Je crois, ouais. Ça veut dire que le mec, il va attendre à son point de penalty face au gardien pendant 2 minutes de plus. Ouais, et d'ailleurs, on avait eu des exemples comme ça où, entre le moment où un péno est tiré et plus les protestations sont longues et où il y a de longues interruptions, plus la probabilité que Ah oui. le péno soit raté Et est grande. importante. Bah, bien Ouais, sûr. C'est un ouais. grand, c'est connu, hein. On va saluer Frankie The Beef qui est dans le chat. Merci à Paul Le Poulpe qui nous dit que c'est Inonga, le deuxième, qui manque le ballon sur l'action. Merci. Ouais. J'avais pas le nom, mais Merci. j'avais bien vu que c'était Mbemba qui était lobé, mais derrière il y avait un deuxième joueur et voilà. Inonga donc. Voilà, bref, en tout cas, on est d'accord que dans le contenu, c'était intéressant ce qu'a proposé la RDC. J'ai beaucoup aimé de laisser Kakuta électron libre. J'ai bien aimé. Bah, surtout Euh, qu'il distribue super bien. Bah ouais. C'est vrai que c'est un joueur. C'est dommage parce que le Dancy, il est important, mais les pics du haut de ce Dancy, Ouais. ils sont tellement hauts que on peut regretter qu'il n'y ait pas eu plus de constance parce que ce qu'il fait de bien quand il est en forme est quand même très très bon. Ouais, on est d'accord sur le côté, entre guillemets, enfin, c'est typiquement le genre de joueur, on se dit, il aurait peut-être pu aller plus haut avec de la enfin, il aurait été plus haut s'il avait été plus régulier, quoi, clairement. Oui, c'est dommage, mais pour le coup, là, il dans de bonnes dispositions et honnêtement, je suis agréablement surpris et plutôt optimiste pour ce que la RDC va pouvoir faire dans la compète. Ouais, alors parce que ça fait un point,
On continue, hein. Tous les soirs, vous y avez droit. Donc, dans la course aux 4 points pour la qualif ou aux 3 points, bon, voilà, hein, surtout qu'on imagine quand même que la RDC. Bon, après, on imagine aussi que la Tanzanie, face à la RDC, proposera quelque chose d'autre, probablement. Enfin, on l'espère quand même, parce que sinon. Je sais pas qu'est-ce qui peut te permettre de t'avancer là-dessus. Je sais pas. Au vu des J'espère. statistiques, L'espoir. je veux dire, quand même, enfin, je veux dire, Ouais, si tu as un scénario où tu as fait 6 matchs de qualif, tu as marqué 3 fois, Ouais, c'est vrai. Non, non, ils vont. Ouais, est-ce ouais. tu vas aller au bout de ta logique, quoi. Parce que, Ouais, ouais. en plus, la Tanzanie, la dernière fois qu'elle a participé à une CAN, oui, elle a voulu jouer. Elle a vécu une défaite traumatisante contre le voisin kényan. Donc, cette époque où ils envoyaient du jeu, mais ils étaient extrêmement, extrêmement friables derrière, ça les a C'est vrai. tellement bloqués que je suis pas sûr qu'ils sortent Bon, de la logique actuelle. T'as ruiné mon optimisme, mes espoirs, tu vois. J'avais un côté optimiste sur la chose, mais c'est vrai qu'il y a plus de chances qu'ils ne proposent pas grand-chose. Je ne pense pas du tout, pour le coup, nous dit Sabri. Ouais, non, non, mais c'est fort probable. Par contre, honnêtement, celui qui va être capable d'expliquer ce qui va se passer pour le Zambie-Tanzanie, il est très fort. Parce que c'était, bah, tu me fais la transition, c'est parfait. On allait dire quelques mots sur la Zambie. Quelques mots, hein, parce que très franchement, comment dire? Je suis très loin d'être convaincu par cette Zambie-là, c'est un euphémisme. C'est très très compliqué la Zambie, hein. Bah, Enfin, en tout cas, dans son projet, pas dans la réalisation ou tout. Enfin, déjà, qu'est-ce qu'elle veut faire en fait? bah en fait, là, ils ont vraiment entrepris de laisser la balle à la RDC avec 2 joueurs très créatifs, très rapides, très offensifs, mais qui étaient un petit peu livrés eux-mêmes, qui n'ont pas beaucoup vu le ballon. Je pense qu'il y avait une tentation de la jouer façon transition, mais finalement, même les sorties de balle n'étaient pas suffisamment rapides et au final, ils ont vraiment pas beaucoup vu le camp adverse. Oui, ok, il y a ce petit coup de vis qui change tout, mais Ah, mais c'est on plus peut une pas erreur construire. de la RDC qu'une occasion créée par la Zambie. C'est une boulette de la RDC. Oui, c'est de l'opportunisme. C'est ça. Ils ont vu la bonne occasion et ils l'ont joué à la perfection. Mais c'est loin d'être un contenu qui puisse être convaincant. Mais c'est pour ça que moi, je serais pas capable de dire ce qui peut se passer pour le Zambie-Tanzanie. Il peut se passer. Est-ce que je préfère Zambie-Tanzanie ou Arsenal Atlético Tucumán? Il peut se passer à peu près la même chose. Il peut se passer à peu près la même chose. On peut miser sur un potentiel 0-0 parce que le score négatif n'est pas possible, hein. Après, ce qui est frustrant pour, en l'occurrence, le duo Sakala-Daka, c'est que c'est des joueurs, si tu les alimentes pas en ballon, ils vont pas pouvoir t'apporter leur savoir-faire offensif. Et puis là, j'ai eu le sentiment qu'ils ont pas passé 90 minutes très épanouissantes, quoi. Je Donc, suis pas convaincu que Daka, tout seul, à devoir gérer quelques roquettes qu'on lui envoyait au-dessus de la tête, non. a pris du plaisir. Non, non. Et a envie de remettre ça. Non, mais entre ça et si la Tanzanie refait le même coup, alors moi, je vois effectivement le Maroc s'imposer contre la Zambie, mais le Zambie-Tanzanie qui va décider beaucoup de choses pour le reste du groupe, honnêtement, celui qui est capable de prédire, je lui tire mon chapeau. Ouais, très clairement. Alors, on a Max Lar qui nous fait un aparté sur les hymnes Zambie-Tanzanie qui sont les mêmes que celui de l'Afrique du Sud. C'était la même intro, en tout cas. Ouais, c'était la même intro. Ouais, c'est c'est ça qui m'a ça. frappé. Ouais. Bah, en fait, l'explication, hein, il la donne direct. L'hymne national de la Tanzanie et la version Swahili du contenu de l'Afrique du Sud, le contenu Swahili. Du contenu de la Zambie, la version Swahili du Nkosi Sikelei, e-Africa, composé par Enoch Santonga, et repris également par la Zambie et partiellement par l'Afrique du Sud. Voilà. Ouais. Donc Zambie-Tanzanie, on va avoir deux fois les mêmes équipes, 2 fois le même hymne, et donc 0-0, vous pouvez l'écrire. J'espère qu'on a déclenché un effet Hello et que ce sera le plus beau match de la compète. On le souhaite pour la CAN. J'y crois pas. Mais j'ai un ultime petit point à préciser, parce que là aussi,
il faut se poser la question. Donc là, la Tanzanie, elle a eu, il y a 2-3 semaines, l'annonce qu'avec le Kenya et l'Ouganda, ils vont organiser la Ouais. CAN 2027, qui est plus ou moins demain, vu la vitesse à laquelle ça va. La Tanzanie est le pays des trois qui est le plus avancé en termes d'infrastructure. Mais d'un point de vue, comment tu vas assumer le rôle de co-pays organisateur dans la compétitivité de ton équipe, c'est pas la config qu'on voit actuellement qui amène à penser que ça va les transfigurer. Et je trouve ça dommage parce que il y a un écart clair entre ce que font leurs clubs en Champions League. Simba, maintenant, désormais, comme les Sundowns, c'est quart de finale de Champions League ou demi de Champions League d'office. Young Africans passe des tours régulièrement en Coupe de la CAF. Il y a un écart entre ce que leur club propose, la ferveur qu'il y a dans ce pays autour du foot, et notamment dans le derby Simba Young Africans. À chaque fois qu'on voit les images à Dar es Salaam, c'est un truc de dingo. L'écart entre la ferveur, la passion qu'a ce pays pour le foot et ce que propose la sélection, c'est quand même dommage. C'est très dommage. Et on peut espérer, du coup, que si jamais on va leur donner, hein, par exemple, à la Tanzanie, l'excuse de se dire, bon, ils jouaient le Maroc qui va faire peur à tout le monde, ou presque, on verra. Mais si le contenu est le même sur les 2 prochains matchs, ça peut aussi, justement, à l'aune de l'organisation de 2027, faire un petit peu bouger. Tu vois, dans le sens, voilà, de les instances de se dire non, mais attendez, là, ça va pas du tout, là, ça va pas du tout ce qu'on est en train de faire. Donc, pourquoi pas, hein. Je fais une petite 3 ans avant, ce serait bien. C'est le moment. Oui. Après, il faudrait aussi que tu aies un réservoir qui pousse derrière et que tu puisses commencer à l'incorporer petit à petit. Mais, en fait, j'ai pas l'âge des joueurs en tête, mais Samata, ça commence Samata, il sera pas là en 2027. À la fin. Simon Msuva, qui avait fait des bonnes saisons au Difa Al Jadida, lui aussi a un peu baissé en rendement. Je pense qu'il faut si tu veux faire de la capitalisation sur ce qui marche bien actuellement, il faut que tu fasses t'essayes d'extraire ce que Simba et Young Africans font de mieux et construire autour de ça. Parce que former des jeunes, en tout cas former une génération spécifique pour ça. Là, c'est trop tard. Non. Non. Après, l'attribution de la CAN, elle date de maintenant. Donc, tu pouvais pas non plus bosser sur un projet à 6-7 ans parce que ces 6-7 ans, tu les avais pas. Oui. Donc, c'est difficile aussi. Oui, c'est vrai. Après, tu vois, par exemple, là, j'étais en train de regarder, tu dis s'appuyer sur Simba et Young Africans. Autant il y a pas mal de joueurs de Young Africans dans l'équipe, je crois qu'ils l'ont précisé en plus sur Bein, je crois qu'ils ont dit 8, quelque chose comme ça. Autant Simba, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ouais, parce que sauf erreur de ma part, Simba a tout de même quelques étrangers. Ouais, ça doit être ça. Mais il y a quand même, moi je trouve tout de même anormal que quand une de tes locomotives est dans le top 8 continental de club régulièrement, tu n'en récoltes pas les effets pour ta sélection. Ouais. C'est dommage, c'est hautement dommage. Très clairement. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on parlait de Simba, Young Africans, de Dar es Salaam. Hein. Je vous invite à aller écouter le podcast que l'on avait fait sur Dar es Salaam, le Planète Hello, dédié à Dar es Salaam, justement, avec PM. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la manière dont on vit le football en Tanzanie, je vous oriente vers ce podcast. Et c'est un pays avec une immense ferveur. Ouais, exactement. Et vous verrez qu'on vit véritablement. Vous verrez qu'on vit véritablement le football en Tanzanie. On va faire, voilà, c'était la fin hein, de cette première journée de la CAN. Hein. On est au terme de l'ensemble des groupes. Tous les groupes ont joué. Bon, là, on va pas faire de bilan après une journée parce que faire des bilans sur une journée. C'est surtout qu'on attend une journée 2. La journée 2, ça va être la journée la plus folle, hein, puisque c'est celle de tous les chocs, en fait, hein, concrètement. Puisque les 2 favoris, entre guillemets, de chaque groupe vont s'affronter lors de la J2. Voilà. Normalement, on disait, hein, c'est ce qu'on disait, par exemple, pour l'Asie, en se disant, bon, on entre petit à petit dans la compétition, ça monte en régime. Là, pour le coup, la J2, ça devrait véritablement franchir un palier. Effectivement. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ça fait déjà 2 chocs pour demain, parce qu'on a 3 matchs au programme demain. Exactement. Tiens, tu sais quoi, je vais le donner le programme tant qu'on y est. Le programme de demain.
Ça commence à 15h avec Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. 18h, le très attendu Côte d'Ivoire-Nigeria. Ouais, que nous avions déjà évoqué. Exactement. en Et débriefant chacun des 21h, le peut-être encore plus attendu Égypte-Ghana, parce que celui-là peut faire très mal. Effectivement. Ce que je te propose, c'est qu'on évacue tout de suite la Guinée équatoriale. Oui. Voilà. Donc, Les pauvres. On est sans pitié ici. Hein. Je veux dire, il est minuit et on n'a plus de pitié. Non, et puis non, enfin, je veux dire, Letco, on a rencontré la Guinée équatoriale 12 Oui, je fois sais, moi. en 4 ans. Peut-être si on peut faire une petite pause avec la Guinée équatoriale, ça Il est au suffit, bout quoi. de sa vie avec la On Guinée les a équatoriale. Il n'en beaucoup peut vus, plus. c'est bon. J'espère que les tirages au sort suivants vont nous proposer d'autres affrontements un peu moins fréquents, qui peuvent nous changer un peu. Ne parle pas d'Iban à Farouk, Max Lars, s'il te plaît, merci. Non, mais non, du coup, non, je pense qu'ils vont gagner demain. Avec les ingrédients habituels, je les vois gagner demain. Voilà. Voilà, on a évacué la Guinée équatoriale. Voilà, c'est Voilà. bien joué, Farouk. Assez rapide. Donc voilà, après, on a quand même deux gros matchs. Et surtout, enfin, évidemment, la Côte d'Ivoire, on les attend, mais bon, je pense que le Nigeria est vraiment en danger, pour le coup. Alors, le Nigeria s'est tapé une polémique dont il aurait bien pu se passer, parce qu'il y a eu toute la polémique autour de la vraie fausse blessure transformée en forfait, mais qui n'en est pas un, de Oumar Sadiq. Il y avait des journalistes sur place qui effectivement voyaient que Oumar Sadiq était blessé, qui était forfait, il s'est réentraîné mais il n'y arrivait pas. Il est revenu en Espagne et est entré en jeu ce soir avec la Real Sociedad en Coupe du Roi. J'adore. Donc effectivement, le sélectionneur nigérian était un peu comment dire, Furieux. ouais, en conf de presse un peu paumé, ouais, par rapport à la suite des événements, mais oui. On en revient encore à la notion de respect des sélections. Oumar Sadiq est entré en jeu ce soir avec la Real Sociedad en Coupe du Roi, alors qu'il était forfait pour la CAN. Voilà. C'est très bien. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Hein. Non, mais c'est dramatique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est dramatique et scandaleux. Mais au vu du forfait de Boniface, bah oui. on va dire, bon, certes, il y a beaucoup de solutions offensives, mais le premier match qui aurait pu donner lieu à des questionnements sur la présence de solutions, là, d'avoir ton attaquant numéro 2 bis, qui en définitive semblait pas si blessé que ça, mais qui n'est plus là, c'est problématique. Et surtout que, alors, tu l'as dit, hein, ils ont des ressources entre guillemets offensives. Leur plus gros chantier n'est peut-être pas forcément devant. Et justement, leur plus gros chantier, à l'heure d'affronter la Côte d'Ivoire demain, au milieu de terrain. Bah, à voir s'ils vont le renforcer parce qu'ils ont une grosse opposition en face. J'espère pour eux quand même. Ou s'ils vont assumer aller au bout de leur truc, ou on envoie tout de suite dans les couloirs, on force les duels avec Ademola Lookman et Moses Simon. Peut-être qu'ils vont aller au bout de cette logique-là. Ça va être un test assez révélateur pour les deux, mais honnêtement, après oui, c'est vrai que c'est chaud en pronostic, parce qu'à chaque fois qu'on pronostique, c'est catastrophique. C'est la base. Je vois la Côte d'Ivoire légèrement favorite. Voilà. Donc si vous êtes supporter du Nigeria, vous pouvez y croire. Maintenant qu'on a dit ça, le fameux effet Hello va entrer en action. Mais c'est vrai que en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses à corriger dans ce Nigeria-là. Et en fait, c'est surtout cet équilibre. Enfin, on l'avait déjà dit en avant-compétition. On l'a vu lors du premier match. Et le problème, c'est qu'en face, t'as un rouleau, quoi. T'as un rouleau compresseur. Ouais, qui sort renforcé de la victoire inaugurale. Exactement. La ferveur du public qui est rentré dans le truc. Le milieu qui a plutôt bien fonctionné. Je ne sais pas du coup si Haller est rétabli. Ça, je ne saurais pas dire. Ah, j'ai vu passer des choses sur Haller. Je ne suis pas sûr qu'il soit là demain. Je ne sais pas. Mais du coup, avec un Crasso qui a emmagasiné de la confiance avec son but, oui, ça va être un beau duel. Ouais. Donc voilà, j'ai vu passer qu'il y avait de l'espoir pour Sébastien Haller. Voilà. Gasset a laissé planer le doute sur la possibilité qu'il puisse jouer contre le Nigeria.
ce qui est plutôt de bonne guerre Oui, voilà. stratégiquement. Exactement. Donc ça sera le match de 18h et on aura à 21h. Là, pour le coup, le match sous très haute tension pour l'un comme pour l'autre, mine de rien. Égypte-Ghana. Exactement. Un remake de la finale de la CAN 2010, si je dis pas de bêtises. 2008 ou 2010. 2010, si je dis pas de bêtises. Le Ghana qui sort de cette défaite contre le Cap-Vert avec des doutes sur le jeu, le fait qu'il y a eu pas mal d'initiatives individuelles et les frères Ayou qui n'ont pas réellement brillé pour ce qui est peut-être potentiellement leur dernière, enfin je sais pas, c'est difficile à dire, contre l'Égypte qui s'est fait très peur contre le Mozambique et qui se trouve un peu au pied du mur déjà d'emblée pour s'éviter une dernière journée stressante. Donc ça va être un match très tendu. Ça risque d'être assez tendu. Après, on est d'accord pour dire qu'il y a quand même un peu plus de certitude côté égyptien. On l'avait dit, un après-match face au Mozambique. Les Égyptiens se sont un peu endormis tout seuls sur leur laurier. C'est justement là qu'on va voir. D'ailleurs, c'est justement là qu'on va voir si en fait ils se sont endormis sur leur laurier ou s'ils étaient à leur limite dans cette compétition. Je pense pas qu'ils sont à leur limite non plus. Il faut pas abuser. Mais pour le coup, qu'ils l'avertissent pour voir si justement ils ont reçu l'avertissement face au Mozambique. Pour ne pas se relaisser bercer et ronronner gentiment comme ils l'ont fait au premier match, quoi. C'est à voir. Est-ce que, en fait, ça va se traduire pour les deux côtés par quelle sera la compo? Ouais. Est-ce qu'il y a un ou deux défenseurs égyptiens qui vont payer les errements qui ont mené aux occasions du Mozambique? Est-ce que Trezeguet va être remis en cause dans son poste d'ailier et que potentiellement quelqu'un d'autre va en bénéficier? Est-ce que côté Ghana, on va faire confiance à la compo de départ ou donner leur chance à Abdul Samed et Nuama, entre autres? Ça va faire partie des questionnements pour lesquels on aura déjà des premiers éléments. Je sais plus quand elles tombent les compos, 1 heure avant. 1 heure avant. Ouais, Ouais. à peu près 1 heure avant. Donc là-dessus, on aura les réponses 1 heure avant. Ouais. Et justement, par rapport à ta question, Max Lar, on aura la réponse 1 heure avant sur les chances ou non de voir Marmouche situ. Et dites-moi, les amis, je crois que j'ai pas vu Mohamed Kudus jouer le premier match du Ghana. Blessé aux adducteurs, aux ischios. Est-ce que c'était les ischios? Ouais. Du coup, alors je suis pas expert, mais ça me paraît compliqué. Que ça soit adducteur signe. ou ischio, ça me paraît compliqué de revenir. Mais bon. Souleymana, et quid de Souleymana? Souleymana n'est pas dans le groupe, sauf erreur de ma part, il n'est pas dans les 27. Non, mais c'est vraiment une énigme ce genre, parce que je pense que Nico il peut nous en parler, parce que c'était un ancien Rennais. Qu'est-ce que est devenu Souleymana quand même? On nous avait promis un craqueur en puissance. C'est fort dommage. Après, si je me base, alors depuis qu'il est parti de Rennes, forcément je ne le vois plus. En fait, c'était des éclairs, mais c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que Souleymana, on voyait en gros un potentiel, mais on n'a jamais vu un joueur. Si je peux le résumer de manière un peu brutale. Oui, voilà, on sentait qu'il y a de la foudre dans les pieds, mais on l'a jamais véritablement vu en fait. On se dit, voilà, attention, il y a quelque chose. C'est intéressant. Souleymana, c'est intéressant. C'est un joueur qui peut être ultra spectaculaire. On se dit, voilà, il y a quelque chose. Voilà, tu vois, si je devais résumer Souleymana à Rennes, il y a quelque chose. Maintenant, voilà. Ouais. C'était dommage. Oui, c'est dommage. Dommage pour le Ghana. Après, il est jeune, on a le temps. Oui. Non, je sais, bien sûr. Mais bon. Mais en tout cas, c'est énormément moins. Il n'était pas dans les. Ouais, bien sûr, il est pas. Ses débuts à Rennes, c'était prometteur, et puis plus rien, nous dit Berthe. Ouais, c'est ça. Comme l'a dit Farouk aussi, il y avait des éclairs. Il y avait des éclairs absolument magnifiques. Mais voilà. C'était censé être, entre guillemets, le pendant de Doku. Sauf que les éclairs de Doku déjà étaient beaucoup plus brillants, si je dois y aller comme ça. Et surtout, au bout d'un moment, une fois qu'il a commencé à mettre de côté ses problèmes physiques et tout, beaucoup plus fréquents, surtout côté Doku qui était devenu régulier, Souleymana, le peu qu'on l'a vu, voilà quoi.
Donc, mais bon, voilà. Et pour répondre à Max Lar par rapport à Salah sur l'aile, ça va être une des grandes questions aussi demain pour l'Égypte, puisque c'est une question qu'on a soulevée l'autre jour avec Farouk. À quel poste va jouer Salah? Est-ce qu'il va trouver sa place dans cette équipe aussi, tout simplement? Mais ça, c'est une des questions que l'on pose aujourd'hui, et on verra si on a des éléments de réponse demain, concrètement. En effet, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il se positionne, où est-ce qu'il bouge, pour que ce soit le mieux pour une Égypte qui va avoir quand même besoin d'un gros match pour se rassurer. Ouais, exactement. Tu l'as dit, c'est le mot qui a besoin. Alors, en plus de devoir éviter d'avoir la peur du vide, elle doit aussi et surtout se rassurer. C'est ce qui rend, voilà, que ça résume bien ce que tu dis, Max Lard. Voilà, on est tous assez impatients de voir cette Égypte-Ghana demain. Ça va monter crescendo en fait, tranquillement la journée, du côté de la CAN, et donc on en parlera tranquillement demain soir à l'issue justement de cette Égypte-Ghana. On va remercier Monsieur Farouk. Merci à tous et je vous dis à demain. Et oui, à demain, Monsieur Farouk. À demain, exactement. Allez, on va filer du côté de l'Asie. On avait 2 matchs au menu aujourd'hui en Coupe d'Asie. En Coupe d'Asie, on a commencé la 2e journée. Donc là, ça va commencer à devenir un petit peu plus décisif, même si chaque match, forcément, c'est un peu une lapalissade, ce que je suis en train de dire, est décisif. On va aller du côté donc de l'Asie et on va commencer. On avait 2 matchs au programme aujourd'hui, Liban-Chine et Tadjikistan-Qatar. C'était le groupe A. Groupe A qui était déjà à la base sur la J1, pas le groupe le plus sexy en termes de jeu. Bon. Et ça s'est confirmé. Voilà, ça s'est confirmé. Alors, Francky Sebif nous dit, on est obligé de parler de Chine-Liban? Oui, bien sûr. Bien sûr, on est obligé d'en parler. Je suis d'accord avec toi. Liban-Chine était le meilleur des 2 matchs, c'est dire. Pas loin. Non, quand même pas. Parce que, bon, voilà, on parlera de Qatar-Tadjikistan après. Ouais. Le Liban-Chine, si vous étiez avec nous ce midi, voilà, vous l'avez vécu. Ça a été aussi l'occasion de parler de football libanais avec Boris. Donc, si vous étiez avec nous, c'était déjà... merci d'avoir été avec nous. Et puis, en plus, comme ça, vous avez pu en savoir un petit peu plus sur ce football libanais, son histoire, l'état dans lequel il est, pourquoi, etc., etc. On a aussi parlé de la Chine. On a déjà expliqué en longueur pourquoi la Chine en est arrivée à ce niveau-là, c'est-à-dire très très loin. Pourquoi elle est descendue aussi bas, en fait, concrètement. On a eu à peu près 2 mi-temps dans ce match. Une première mi-temps, je ne sais pas si je peux employer le terme dominée par le Liban, mais un peu mieux gérée par le Liban. Voilà. Ouais, c'était stérile, quoi. Voilà. Il y a quelques petites banderies. Il y a une frappe sur la barre. Je crois qu'il y en a une en première mi-temps et une en deuxième. Il y a Shaban qui se procure des petites situations. Il y a une grosse occasion pour la Chine en fin de mi-temps avec Matar qui sort 3 grosses situations. Enfin, c'est la même, mais c'est 3 occasions consécutives avec Wu Lei devant lui et Zhang Junling aussi, je crois. Oui, apparemment, les 2 gardiens ont été plutôt bons. Ouais. Ouais, ils n'ont pas non plus un taf fou furieux à faire. Oui, mais bon. Mais Matar a été très... Enfin, Boris nous avait dit que c'était son homme sûr, pour le coup. Oui, a été très rassurant dans les cages libanaises. Sérénité, tranquille, jamais forcé sur les arrêts. Voilà, il a été maître de sa surface sans trop trembler. Et puis une deuxième mi-temps un petit peu plus contrôlée par la Chine. Avec malgré tout 2 belles situations sur des frappes lointaines pour le Liban. Il y a une frappe sur la barre et il y en a une sortie par le portier. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Vous le voyez. Il y a des stats quand même. On a 26 tirs dans le match. On s'en dirait pas comme ça, mais il y a eu 26 tirs, dont 12 cadrés. Bon. Je pense que Jean-Michel, statistique, c'est moins ennuyé que nous. Mais bon, c'était pas le match de l'année. On s'en doutait un petit peu sur le papier. Ces 2 équipes-là vont tout jouer sur la 3e journée. Parce que le groupe est ouvert. Parce que vraiment, le groupe est ouvert, à part pour le Qatar, mais... Et c'est exactement ça. Le groupe est extrêmement ouvert puisqu'après 2 journées... Alors, est-ce que je vous montre le classement du groupe? Ouais, de toute façon, oui, ça ne spoil pas grand-chose parce que de toute façon, on sait tous que le Qatar a gagné. Donc voilà, le classement du groupe, le voici. Le Qatar, lui, est déjà qualifié. On va y revenir dans un instant sur ce Qatar-Tadjikistan. Mais vous voyez que derrière... Et sûr d'être premier. Oui, c'est ça. Qualifié premier. Qualifié premier de son groupe. Le deuxième va finir à 2 points. Alors ça, c'est fort possible. Oui, c'est possible.
C'est fort possible. Il y a un monde dans lequel c'est possible. Ah Il y a oui, Il y a un oui, monde oui. dans lequel c'est possible et dans ce monde-là, le Tadjikistan peut finir deuxième. Ce qui est Bien certain, sûr. c'est que s'il n'y a pas de vainqueur entre Liban et Tadjikistan, les deux passeront à la trappe, hein. Probablement un ou deux, on verra. Ça va dépendre du score du Qatar face à la Chine. Ça va dépendre si le Qatar joue le jeu à fond face à la Chine, parce que le Qatar, on l'a dit à l'instant, qualifié, sûr d'être premier du groupe. Il y a Mhm. moyen que ça fasse tourner beaucoup sur le dernier match, Oui, oui, je pense. surtout vu ce qu'a montré la Chine jusqu'ici quand même, hein. Oui, oui. Non, non, Donc, on est d'accord. donc on verra, ça laisse tout ouvert. En tout cas, le Liban, lui, s'offre une finale. Une finale pour la qualification, parce que dans l'autre sens, le vainqueur Liban-Tadjikistan devrait être qualifié. Oui. Alors, les critères de départage, attends, tu sais quoi, je vais aller vérifier, parce qu'à chaque fois, je me plante. Donc, Ah non, mais c'est compliqué aussi, Nico, parce qu'après, il y a la différence de but. Après, je crois que c'est une différence de but particulière. non, c'est... Et, et Alors, après, on parle des cartons des fois aussi après. bah, les cartons, ça va être pour les meilleurs troisièmes. Ah Euh, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. alors, en phase de groupe, en cas d'égalité de points, le premier critère, c'est en face à face. Donc, comme Donc la par Chine a fait titulaire. match nul avec le Ouais, Tadjikistan et le Liban, vous pouvez déjà faire ouais, sauter celui-là. Ensuite, différence de but, parce que s'il y a match nul entre Liban et Tadjikistan et que le Qatar bat la Chine, tout le monde a 2 points, hein, derrière le Qatar. Donc on est ouais. dans cette optique-là. Dans cette optique-là, le deuxième critère, c'est la différence de but en face à face. Donc ça bouge pas. Le nombre de buts marqués dans les face à face. Donc là, si on a un 0-0 entre Tadjikistan et Liban, on est dans la sauce. Ouais, ouais. Donc voilà. Le Liban passe à la trappe parce ils ont pris 2 buts. Non, c'est en face Non, à 3, face. pardon, En face 3. à face. En face Ah, à en face à face. face, pardon. Donc s'il y a D'accord, 0-0, ça fera 0-0. Ils d'accord. auront tous fait 0-0 en face à face. Ouais, ouais, Donc on donc il ira se sur le peut critère que. 5, qui est la différence de but dans le groupe. Et donc là, le Liban a des chances de passer à la trappe. Mais voilà, vous Mhm. voyez, c'est très compliqué. Mais ça va se jouer sur les face-à-face. On va espérer qu'on n'aura pas un 0-0 entre Tadjikistan et Liban. Il y a... Ah, si, c'est possible. Il y a un monde où c'est Mais, fort mais, possible. mais Nico, ça serait fou que, que le deuxième ait que 2 points pour Mais passer, quoi. Ça serait c'est- dingue. Et ça Ça serait serait... dingue. Après, Et je te jure, ça serait la première fois que je vois ça de ma vie, je crois. alors, ça serait fou, mais 2 points. finalement, ça serait assez représentatif du niveau de ces 3 équipes. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr. Mais Mhm. c'est possible. Voilà, Ça peut être dingue quand même. c'est possible. Donc ouais, voilà, c'est ça. Pour résumer, Kastenkoa, exactement, le Liban doit gagner. Il a sa finale. Sa finale, c'est Compris. battre le Tadjikistan. Il s'est offert le luxe d'avoir une finale pour la qualification. Et une victoire, ça sera deuxième ou troisième. J'ai pas souvenir de Mhm. voir un deuxième de groupe avec 2 points comme ça. Faudrait Ah, moi non plus. tout éplucher, Moi non mais plus. non, moi non plus, j'ai pas souvenir comme ça. Moi non plus. J'ai des troisièmes à 2 points ou à Troisième, oui. 3 points, mais Oui. deuxième, non. Mais bon, on verra bien. Que dire sinon sur ce Liban-Chine? Bah, je pense que franchement, on a fait le tour parce que bon, il n'y a pas eu grand-chose, hein, on va pas se mentir. Jean-Michel, réalisateur, était toujours sur les filles, sur les femmes, sur les femmes. Ah, Parce mais que... surtout sur les Libanaises qui ont une réputation d'avoir des très belles femmes. Donc, Ouais, là, après j'ai trouvé que il s'est c'était... fait plaisir. Il s'est fait Ouais, plaisir. et ben, tu sais quoi? J'ai trouvé que c'était moins gênant, moins présent entre guillemets que le match de la Corée du Sud, par exemple, où là c'était violent. Donc, voilà. Mais bon, voilà ce qu'on peut dire à peu près sur ce Liban-Chine, hein, parce que de toute façon, on va pas y passer 2 heures. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Non. Et on va aller donc sur ce Qatar, Tadjikistan et cette victoire du Qatar. 1-0, match que tu as vécu des tribunes, Letko. Oui. Oui. Alors, je ne sais pas, tiens, tu vas me dire, est-ce que, vu des tribunes, on a aussi, alors je ne sais pas si tu étais avec des Qataris autour de toi ou s'il y avait quelques Oui. Tadjiks. Alors, les Tadjiks, il n'y en avait quasiment pas. Mais Voilà. quasiment extrêmement peu. Donc, tout le stade était voué au Qatar, forcément. On jouait à domicile. Ils avaient mis des petits drapeaux à chaque place de stade. Donc, forcément, tout était full Qatar. Et voilà, quoi. Donc, alors, en tout cas, le stade a mis beaucoup de temps à se remplir parce que, pour la petite anecdote, le stade de El Bayt est à
comme j'ai dit il y a quelques lives de ça, à 40 km au C'est le plus nord de lointain, hein, c'est Doha. ça, hein. Ouais, quasiment, ouais. Donc, moi, j'ai dû prendre un car, j'ai pris le métro, enfin, j'ai fait 2 changements de métro plus le car. Le car, on a mis 35 minutes. Donc, donc en accès, c'est compliqué pour les spectateurs, mais ils ont quand même joué le jeu parce qu'aujourd'hui, on a eu 57 000 spectateurs. Donc, on est sur la deuxième record d'affluence après le match d'ouverture. Donc, ça monte crescendo, tu vois, comme je te disais, Nico, dans les premiers lives, ça monte doucement l'affluence. Ça commence tout doucement. Ouais. Donc, et je Bah pense que après, quand même, c'est ce voilà. qu'on disait l'autre jour, hein, c'est-à-dire que de toute façon, ça va monter crescendo. La vraie compétition, elle démarre en huitième de finale. Donc, Exactement. Donc voilà, et excellente ambiance. Donc ça a mis du temps aussi, comme je te dis, à se remplir. Au début, je pensais qu'on allait jouer presque, je ne vais pas dire à huis clos, mais je voyais que à 1 heure du match, 45 minutes du match, je vois qu'il y a encore beaucoup de trous dans le stade. Et au fur et à mesure, et en plus, il y a eu l'appel de la prière presque 10 minutes avant le match. Donc plein de supporters sont partis prier pour revenir. Donc après, après, quand il y a eu l'hymne national du Qatar qui a été vraiment entonné par tout le stade, c'était impressionnant, avec les drapeaux, avec les enfants et tout partout. Donc c'était une belle ambiance. Bien évidemment, le but de Akram Afif a fait exploser le stade. alors, Donc est-ce que de ta place, oui, justement sur le but, parce que autant, ben voilà, Almoez Ali qui lance Akram Afif, la finition d'Afif, elle est magnifique. Il y a moyen pour que Akram Afif soit le Almoez Ali de 2024, hein. ah oui, ah Mais ben, il est parti pour, je pense. voilà, la bise à Carlos Queiroz, hein. Toujours. Toujours. N'hésitez pas d'ailleurs à chaque fois que vous voyez Akram Afif, à quel point ce joueur est magnifique et à chaque fois que vous le voyez briller, ayez toujours une pensée à Carlos Queiroz qu'il avait dégagé de la sélection, notamment pour la dernière Gold Cup, parce qu'il fallait passer à une autre génération. Bref, est-ce que toi, vu du stade, tu as Oui. vu l'objet du délit qui a fait dégoupiller les Tadjiks, c'est-à-dire l'énorme bloc de l'arbitre sur un joueur du Tadjikistan qui permet au Qatar de récupérer le ballon? Non, je ne l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu, comme tu as dit hein, tout à l'heure, l'excellente passe extérieure du droit Ouais. de Mouazali qui lance dans la profondeur à Akram Afif. Donc malheureusement, le but n'était pas de mon côté. Donc je l'ai vu de loin, de très très loin, et j'étais très 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 proche de la pelouse. J'étais quasiment voilà, presque devant le poteau de corner, comme je t'ai envoyé la photo, Nico. Ouais. Donc j'ai vu l'accélération et le petit piqué, et voilà quoi. Donc tout le stade avait besoin de ça pour s'embraser. On espérait un deuxième but, peut-être de Moïse Ali, pour contenter un petit peu tout le monde et pour que la fête soit belle. Euh, voilà, après, dans le match, moi, de ce que j'avais noté, on a beaucoup aimé avec mon frère, on a beaucoup aimé le numéro 24, Jassem Gaber Abdul Salam hein, dans l'entrejeu, qui a vraiment bien encore régulé le jeu, qui a alterné jeu long, jeu court, qui a vraiment été le baromètre pour faire le lien entre la défense et le trio d'attaque. Une petite déception pour Ismaël Mohamed qui est sorti, je crois, sur blessure ou à la mi-temps, le capitaine, et qui a laissé sa place, je ne sais plus à quel joueur, tant que je te dis ça, à Ahmed El Ghaneni. Et ensuite, on a le capitaine, entre guillemets, légendaire Hassan Alayados qui est rentré à C'était la très drôle 60e. d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais quand Alaïdos est entré, il avait déjà le Mhm. brassard sur le. Oui, parce qu'en fait, Akram Afif lui a donné avant même de rentrer. Ouais. Donc Voilà. il y a eu un Ah, ça s'appelle instant le où il n'y avait respect, plus de monsieur. capitaine sur le terrain. Monsieur, ça s'appelle le respect. Voilà. Ah, mais complètement, non, non, mais complètement, mais c'était assez amusant. Mm. C'était assez amusant ce. Ouais, bah, on l'a vu. Avec mon frère, on a tout de suite vu qu'il lui avait donné le brassard. Il dit, tiens, voilà le boss, il faut respecter le boss. Alors, Donc voilà, mais après, vas-y, je te ouais, laisse non, pour parler. répondre à la question, j'ai vu ton message, hein, Francky The Beef, que retenir le geste de Kamolov ou Akram Afif. On va y venir sur Kamolov dans un instant. Oui, Euh, on va en parler. Alaïdos sur le banc, est-ce que c'est un choix tactique de repos parce qu'il est pas bon? Je pense que c'est tactique. Enfin, je pense que c'est on C'est gère. tac- c'est tactique, mais j'ai l'impression enfin, je pense qu'il est plus vraiment dans le rythme physique parce que, on va en parler, enfin, même on peut même en Ah parler bah dès tu peux y aller, hein. maintenant. Le Tadjikistan a vraiment mis un très gros rythme et a été extrêmement actif et très agressif sur le porteur du ballon. Donc, je pense que si Alayado serait dans la compo de départ, il n'aurait pas pu tenir une mi-temps parce que c'était très intense. Il laissait très peu d'espace et très peu de temps aux joueurs du Qatar de développer leur jeu, même si, bien évidemment, ils ont pu le faire. Et on va dire les choses, hein, le Qatar mérite sa victoire ce soir. Mais j'ai vraiment trouvé les Tadjikistan très agressifs
aussi bien offensivement que défensivement. Et d'ailleurs, on a eu un carton rouge direct. On en parlera dans quelques Ouais, instants. on en parlera après. Donc c'est pour ça que je pense que l'entraîneur du Qatar, Tintin Marquez, a voulu plus entre guillemets de soldats, si je peux caricaturer ça, pardon. Il voulait plus de joueurs de devoir comme Mostafa Machal, Ahmed Fatih et Jassem Gaber Abdul Salam pour réguler mieux le jeu et laisser un peu en fait, comment dire, réduire la technique plus par le physique. Et ensuite, quand le score était quasiment acquis, donc là, Alaedo est rentré pour ramener un peu plus de technicité et peut-être enfoncer le clou et soigner le goal average. Et ben, écoute, c'est assez surprenant parce que et ça va permettre de répondre à Carnage qui dit qui trouvait le Tadjikistan bien meilleur que le Liban. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, et c'est ce qu'on a vu sur le terrain, on s'était posé la question à l'issue du premier match avec le Tadjikistan qui avait complètement étouffé la Chine pendant 70 minutes à peu près, avec une grosse intensité, avec un pressing très haut et surtout avec une capacité à construire rapidement et proprement. C'est très propre techniquement le Tadjikistan. Bon, faut arrêter, sauf quand on arrive à partir des 25 derniers mètres, où là ça devient beaucoup plus compliqué. Ça me permet aussi de te répondre un petit peu, Castencois là-dessus. J'ai pas vu le match. Est-ce que vous pensez que le Liban a le niveau pour les battre? On va en parler dans un instant. Et on va justement parler de Kamolov, qui est un très bon joueur, mais qui a un peu dégoupillé sur l'action. Il y a des choses à dire sur cette action, on va y aller dans un instant, mais juste pour terminer sur le Tadjikistan, ce qui est assez surprenant, je trouve, dans ce match, c'est que et c'est un peu le problème du Tadjikistan, c'est que leur rythme, ils n'arrivent pas à le tenir. Donc c'est pour ça qu'au final, tu finis par dire que le Qatar est un vainqueur logique. Se précipite beaucoup, Nico. Il se précipite beaucoup. Ah oui, complètement. Mais après, ils ont ça manque un peu de lucidité. Ouais, ils ont une intensité quand même assez folle. Non, mais ils sont très généreux. Et ils la tiennent pas. Ils peuvent pas la tenir. Ils peuvent pas la tenir. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'au final, tu te dis que la victoire du Qatar, elle est logique. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, et tu l'as dit, avec le fait, on peut pas mettre Aleidos parce que face à une telle intensité, il tiendra pas, il va exploser. Exactement. Ce qui fait qu'au final, si tu regardes bien, et d'ailleurs le Qatar, l'ouverture du score du Qatar, c'est un contre. Et le Qatar n'a fait que jouer en transition une bonne partie du match. Transition, c'est le mot poli maintenant pour dire ils ont défendu fort et joué le contre. Mais voilà. Et c'est assez surprenant. On ne s'attendait pas à ce que le Qatar, une partie du match, soit en mode je contre. Oui, mais après, moi, de mon ressenti dans le stade, j'ai pas aussi l'impression que le Qatar était acculé sur non, c'est pas ce que je dis. Ils ont laissé le ballon pour frapper. Est-ce qu'ils ont laissé volontairement? Je sais pas. Mais une partie du match, ils ont laissé le ballon pour jaillir en contre-attaque. Après, ça s'est retourné parce que le Tadjikistan n'a pas tenu. Mais après, ce qui est marrant, c'est que j'ai la statistique en face de moi de la possession de balle. On est sur du 60-40 pour le Qatar. Oui, mais je suis pas convaincu qu'on soit à 60-40 sur la première demi-heure. Non, la première mi-temps, je crois. Alors, on avait la statistique sur l'écran du stade. Je crois qu'on est presque sur du 50-50, à peu près. Bon, peut-être 53, 40, 47, peut-être, si tu veux. Mais c'était quasiment équilibré. Il n'y avait pas vraiment de grosses différences à la mi-temps. Mais voilà, comme tu l'as dit en off, avant qu'on commence l'émission, tu avais dit que, c'est très bien, c'est très généreux, le Tadjikistan, il n'y a pas de souci, c'est des bons joueurs, ça essaie de combiner, ça essaie de jouer court, c'est plaisant à voir jouer, mais comme tu as dit, il y a un problème de finition. Ah bah il manque Zalilov, il manque leur buteur, il manque un mec qui cartonne avec Istiklol et qui a dû mettre une vingtaine de buts en 50 sélections, il manque leur 9. Ça manque. Et c'est justement, ça me permet de répondre à Castencois par rapport à ça. Dans le jeu, le Tadjikistan a clairement le niveau pour battre. T'as presque envie de dire, ils peuvent accrocher n'importe qui, ils peuvent clairement battre le Liban. Le problème, c'est que le Tadjikistan, dès que tu arrives dans les 20 derniers mètres, ils ne savent plus quoi faire. Je sais pas, Francky, si c'est une question de faire trop d'efforts et d'être moins lucide face au but. Et l'exemple type, justement, on va en parler. Pour moi, c'est Kamolov, qui est un super joueur. Ouais. Mais qui va devoir simplifier son jeu, il va devoir simplifier son jeu, il va devoir gagner en lucidité, le garçon. Et il lui manque la prise d'info, en fait. C'est un super joueur, mais il lui manque la prise d'info, très clairement. Parce qu'il gâche de manière totalement dingue dès qu'il arrive aux abords de la surface. Et c'est une vraie pile électrique, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Il s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais.
C'est un truc de dingue. Mais comme tu l'as dit, alors peut-être que moi, les seules fois où je l'ai vu déborder, voire rentrer, bah, à un moment donné, il rentre à l'intérieur pour essayer, je crois, une frappe du droit. Non, du gauche, pardon, excuse-moi, du gauche, en essayant de trouver la lucarne du gardien qatari. Je pense que comme tu l'as bien décrit, Nico, c'est que il peut pas centrer ou passer à un joueur qui n'arrive pas à comprendre le jeu et prendre les espaces qu'il faut pour des attaquants, quoi. Donc, Après, c'est comme tu as dit, ils sont démunis. Ils sont un peu démunis. Voilà, ils savent plus quoi faire mais face au but, après, quoi. et ça me permet de rebondir à ce qu'écrit Francky sur ce que disait Kylian en live sur la jeunesse de l'équipe. Oui, elle est jeune. On parle là, Kamolov, on parle d'un gamin On qui est doit sur du avoir 25 21 ans. ans, hein. Donc, On est sur du 25 ans moyenne d'âge ouais, sur mais je le pense que Tadjikistan. les garçons dont on parle, je vais aller checker parce que chaque fois je me plante dans l'âge, c'est terrible. Mais je crois qu'un garçon comme Kamolov, il a 21 ans. Kamolov, il a alors je vais te dire ça dans une seconde, on est sur du 21 ans. Ouais, c'est Bah, ça. Il c'était vient de son les anniversaire avoir. hier. Ouais, Voilà, c'était c'est hier. ça. Il vient de les avoir. Ouais. Il y a Ouais. quelques cadres quand même dans cette équipe, hein. On a moins vu, je trouve, Zalilov aujourd'hui, le 10. Mais bon, bref. Oui. Mais oui, c'est une équipe qui est encore jeune. Et puis c'est surtout, après, on ne les condamne pas, hein. Il n'est pas question Ah de non, non, dire non, non, le non, non. Tadjikistan, voilà, ne donnez pas une valeur, comment dirais-je, définitive à ce qu'on dit. Elle est dans cette marge de progression qu'ils vont devoir acquérir. On sait que le Tadjikistan, on l'a écrit dans le guide, on l'a dit déjà la dernière fois, ça travaille très très bien au niveau du championnat, au niveau des clubs. Les jeunes peuvent Ouais. jouer dans le championnat, acquérir de l'expérience continentale, puisqu'on parlait d'Istiklol, et on a déjà parlé d'Istiklol l'autre jour quand ils avaient tapé à Hilal en 2021 en Champions League. Donc ils jouent des compétitions continentales, ils prennent cette expérience-là. Là, ils sont en train de prendre l'expérience ultime, entre guillemets, en sélection au niveau de... Enfin, ils peuvent pas jouer mieux, hein, en Asie, hein, c'est la Coupe d'Asie, quoi. Ah oui, c'était le top, quoi. C'était le top. Donc, ils sont en train d'acquérir cette expérience. C'est leur première participation à la Coupe d'Asie. Donc, il n'est pas question de dire, ah, attendez, on est quand même sur une dynamique hyper intéressante, hein, du côté de Tadjikistan. Mais c'est vrai que, et c'est ce qui peut peut-être potentiellement leur faire défaut face au Liban, pour répondre à Kastenkoa. Alors, ils ont perdu un très bon joueur. Exactement. Et Le meilleur, deux, d'ailleurs. il leur Pour moi, manque. c'est le Alors, meilleur. il va falloir peut-être se réorganiser tactiquement. On verra quelle est la réponse de Segert à ce sujet-là. Mais il leur manque définitivement un avant-centre. Il leur faut un vrai neuf. Et Ouais. on l'a dit, Ouais. Dzalilov n'est pas là, leur avant-centre habituel. Ça fait terriblement défaut. Mais c'est vrai que tu imagines cette équipe-là avec un vrai neuf. Oui, elle peut faire très mal. Voilà. Mais Ah oui, Mais oui, c'est aussi pour ça, oui. elle est intéressante pour ça. Et elle peut aller chercher la qualif. Elle bat le Liban, elle est qualifiée, hein. On va pas se mentir, hein. Le Tadjikistan bat Oui, le oui, c'est une Liban, ils sont finale. qualifiés. Oui, 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 voilà, c'est une sorte de. Oui, bien sûr. C'est pour ça que ce groupe, on en a parlé il y a quelques minutes. Ce groupe est intéressant, surtout pour la troisième dernière journée. Ça veut dire que tout le monde peut encore se qualifier derrière le Qatar, bien évidemment. Exactement. Et donc, non, non, le Tadjikistan a une belle carte à jouer face au Liban. Avec tout le respect que j'ai pour le Liban, moi, je mettrais une pièce plus sur le Tadjikistan de ce que j'ai vu ce soir. Bah après, de ce que. Donc maintenant, le Nico, comme tu l'as très bien dit, ils perdent leur meilleur joueur qui est Kamolov. Donc, est-ce que ça va. Ils perdent leur détonateur, concrètement, pour dire les choses. Exactement. Ils Voilà. perdent leur Voilà, c'est ça. détonateur, ils perdent leur feu follet, qui est vraiment un joueur Exactement. hyper intéressant. On va en parler de l'action, on va en parler justement de cette action, parce que effectivement, Ouais. il n'y a rien à dire, hein, le rouge est mérité. Et Oui, oui. Et je l'ai vu, hein. Je l'ai comme vu de le loin dit, et. comme le dit Ah oui, je Francky, l'ai vu. Mm. comme le dit Francky dans le chat, l'attitude du joueur qatari qui fait mine et qui a deux doigts de lui envoyer un gros coup de poing dans la tronche, Mhm. ce n'est pas revu au VAR. Il y a eu un ralenti un petit peu et ils sont vite passés à autre chose. Ça mérite au minimum un jaune. Alors ça, tu Ah l'as non, mais probablement pas peut-être. vu. Non, non, moi je l'ai pas vu. Alors déjà que Donc j'ai vu il y a deux le coup Qataris de dans pied. l'histoire. Il y a celui qui prend le Mhm. crampon dans la tronche et il y a un deuxième Qatari qui est accroupi à côté de lui et lui est à deux doigts de lui décrocher un véritable gros coup de poing dans la tête, hein. Mais vraiment, hein, pour le coup, le Ah geste ouais, est ouais. incroyable. Mhm. Et c'est pas Ah non, revu. mais c'est. Alors, il peut pas mettre un rouge parce qu'il ne le lâche pas, le coup de poing. De toute façon, sinon, tout le monde l'aurait vu. Mais le Oui, oui. geste, c'est carton jaune. Minimum. Oui, oui, bien sûr, pour l'intentionnalité. Oui, bien sûr. Je pense qu'ils le perdent pour 2 matchs, Francky. Je Peut-être même pense. 3. Mais avec mon frère, on avait une. Il me semble que rouge On direct, c'est avait. 2 minimum. Oui, mais plus la dangerosité du geste, parce que là, tu te prends carrément les crampons dans les dents.
Euh, Si l'AFC est très sévère et suit un peu le cahier des charges des sanctions, eh ben, il peut être suspendu pour 3 matchs, hein. Donc, ça veut dire le match contre le Liban et éventuellement un huitième et un quart. Ouais. Éventuellement. Alors, j'espère pas pour lui qu'il sera autant suspendu, parce que voilà, ça reste un bon joueur. Et après, je pense que franchement, sur le carton rouge, moi, je ne pense pas qu'il fait ça exprès. C'est plus dans une réaction de se relever. Ah Moi, oui, j'ai oui, l'impression qu'il mais veut vite se relever, le fait est qu'il va mais prendre, bien évidemment. il va Oui, bien prendre sûr. au moins 2 matchs. Donc, il va Ah rater. non, non, minimum. S'il y a Oui, huitième de finale, il va rater le huitième de finale. Et le huitième de finale, ça exactement. sera face. Alors, c'est pareil, hein, on ne sait pas encore. Parce qu'on ne sait pas s'ils finissent deuxième ou troisième. S'ils finissent deuxième, ça sera. Je vais aller vérifier ça Vas-y, vas-y. rapidement. Vas-y, S'ils vas-y. finissent deuxième, ça sera contre le deuxième du groupe de l'Iran. Donc à déterminer entre les Émirats Arabes Unis, probablement eux. Hein. Bon, ça peut le faire. Ouais, le deuxième de ce groupe, ça peut le faire pour eux, oui. Oui, Ouais, oui, oui, ça peut le bon. faire. Par contre, s'ils prennent le troisième, non, non, Alors s'ils après, prennent par le contre, troisième, alors s'ils finissent non, non, troisième, voilà, s'ils c'est finissent ça. troisième, ils vont prendre le vainqueur du groupe B, c'est-à-dire probablement, vu comment c'est parti, l'Australie. Voilà. Ouais, là, c'est un peu plus costaud. Même Enfin, les en tout cas, Émirats c'est Arabes, plus hein, s'ils prennent les Émirats Arabes Unis, ça va être compliqué. Hein. le Tadjikistan. Ouais. Moi, je pense qu'ils ont une chance. Ah, moi, de ce que j'ai vu des 2 matchs, et en plus demain, je vais voir le match des Émirats Arabes Unis contre la Palestine, je vais le voir, donc j'aurai encore une meilleure idée de l'équipe, mais de ce que j'ai vu, le Tadjikistan, c'est légèrement au-dessus que les Émirats. Après, c'est que mon avis, Ouais, non, je pense pas quand même. donc voilà. Ah ouais, je les vois quand même un peu au-dessous. En tout cas, voilà. En tout cas, pour finir sur le Tadjikistan, il fait le geste du pied vers le Qatari, c'est le problème. Oui, il va prendre 2-3 matchs. On le reverra plus de la compétition, hein, Kamolov. On va pas se Ouais, mentir. On malheureusement, le je crois reverra que plus de la compétition. En tout cas, voilà, c'est la première du Tadjikistan. Ils ont une finale de groupe pour se qualifier en huitième de finale. Très franchement, s'ils atteignent le huitième de finale et si en plus ils le font en étant deuxième du groupe, on pourra dire qu'ils auront fait plus que réussir leur compétition. Oui. Et dans leur dynamique et dans leur construction de sélection, de club, de donner de la place aux jeunes, tout ce qu'on a déjà expliqué, eh bien voilà, cette dynamique est enclenchée, qui est faite dans le bon sens. On en parlait l'autre jour, hein, après le Tadjikistan-Chine, où on disait que c'était l'opposé en termes de construction et de développement de football. Voilà, Ouais. quand on est dans le bon sens, quand on fait les choses dans le bon ordre, bah voilà, ça fonctionne. C'est bizarre, hein. Voilà, Ouais. j'espère que les Chinois sauront s'en rappeler. Mais bon, bref. Mais par contre, alors si je peux voilà, donner encore un dernier détail au match, j'ai trouvé Petar Segr comment Très te dire, énervé. très tendu. Oui. Ouais, très En fait, tendu et il a vraiment entre guillemets pourri la quatrième arbitre qui était une femme, qui était la japonaise. ouais. D'ailleurs, la première japonaise, la première femme à arbitrer un match de Coupe d'Asie lors de Australie-Iran. Oui. C'était la Mais c'était première un femme, trio voilà. féminin d'ailleurs, je crois, sur le match. Je crois que oui. Donc, il l'a pourri. En fait, je pense que tu te rappelles, Nico, il y avait un éventuel penalty Oui. pour le Qatar et qui n'a pas été accordé. Et quand la décision n'a pas été accordée, ben, il a pourri la quatrième arbitre parce que je pense que c'est elle qui a appelé son collègue pour aller voir la Ouais, VAR mais pour voir s'il y avait quelque il y chose. avait vraiment rien. Mais bon. Non, non, mais je sais, mais bon. Mais en fait, pour te C'est pas dire, clair de sa part. En plus, oui, c'est mais une alors, femme. très honnêtement, il Après, a je peux dégoupillé comprendre sur le que- but. D'accord, ok. Mais parce que bon, après, moi, j'étais Ah, pas il concentré sur dégoupille lui. sur le but. En fait, déjà, il y a quelques fautes qui sont pas sifflées en faveur du Qatar. Enfin, qui sont contre le Qatar. Donc, mais après, on le sait, le Qatar est chez lui. Donc, forcément, les décisions arbitrales seront jamais en sa défaveur. En cas d'incertitude, ça sera pour le Qatar. Mais pour le but, il a vraiment dégoupillé parce qu'il y a un vrai bloc de l'arbitre sur un joueur tadjik qui allait récupérer le ballon. Et il se prend un bloc de l'arbitre et Almoez récupère et lance à FIF. Donc, le but, en fait, dans Tiens, ça me l'absolu. rappelle. De Ouais, quoi? vas-y. Et en Non, fait, non, non, en voilà. fait, moi, ça me rappelle. Vas-y. Et si l'arbitre, l'arbitre n'a pas touché la balle, il a juste, voilà, il s'est juste mis sur la course du Tadjik. S'il avait touché la balle, on aurait dû arrêter l'action. Et là, on aurait revu au VAR. Mais il n'a pas touché la balle. Le problème, c'est qu'il a fait un vrai bloc. Il a empêché le Tadjik d'y aller. Donc, et très honnêtement, alors vu du stade, c'est probablement différent, mais devant la télé, il y a beaucoup de décisions quand même très en faveur du Qatar. Mais ça, on le sait. C'est comme ça. On le sait, ils sont chez eux. Ouais, non, bien sûr, je pense. Et donc, il a aussi, dégoupillé sur cette action. Et derrière, comme il n'y a jamais rien eu en sa faveur, il en est même arrivé à contester le carton rouge, qui est pour le coup incontestable. Tu vois.
Ah oui, bien Mais sûr, il bien avait sûr. il a dégoupillé au quart d'heure de jeu. Et derrière, il reste 75 minutes de jeu. Et à chaque fois qu'il y a une action un peu litigieuse, elle est toujours en faveur du Qatar. Donc forcément, Mhm. je l'excuse pas, mais je comprends le. Tu vois, il est entré dans un cycle où il a totalement dégoupillé. Après, le Qatar a 2 cartons jaunes de ce que je vois, et le Tadjik, 2 cartons jaunes et un rouge. Donc bon, Oui, on va dire mais peut-être que voilà. par exemple, le geste. Alors, Francky a essayé de mettre la photo, mais on peut pas mettre de lien malheureusement. Je t'invite à aller essayer de la trouver. Oui. Le Qatari doit être visionné au VAR. Il doit prendre un jaune, minimum un jaune. Il n'a pas le droit Ah de non, faire bien ce sûr, bien geste-là. sûr. Mais bon, après, Mhm. on n'est pas non plus dans la théorie du complot. Le Qatar, de toute façon, a fini par être supérieur au Tadjikistan, a été supérieur au Tadjikistan. Oui. On Oui. sent que la différence, elle est aussi là, parce que le talent finit toujours par faire la différence. Et donc, le Qatar finit premier de son groupe, est assuré de finir premier de son groupe. Donc, premier Mhm. qualifié, premier. Donc, voilà. Ça, c'est déjà fait. Il affrontera le troisième, on ne sait pas qui encore, hein, le troisième du groupe C, D ou E. Donc, on va pas commencer à partir Dans les, ouais, comment dans les dirais-je, scénarios. potentielles projections, ouais. Il Mhm. y a quand même la possibilité d'un truc très intéressant. C'est que si l'Arabie Saoudite avait la bonne idée de finir deuxième de son groupe, ce qui n'arrivera pas, mais il y a la possibilité d'un quart de finale Qatar-Arabie Saoudite. Voilà, c'est tout. Ah, ça serait sympa. Ça Voilà. serait très sympathique. Ah non, on Potentiellement, prend, hein. si les planètes Ah veulent non, on bien prend. s'aligner un petit peu, hein. Mais, Ouais. voilà. Bref, voilà en gros ce qu'il faut retenir de cette journée. On va quand même aussi retenir, et ce sera la conclusion sur ce groupe, que c'est Ouais. franchement pas le groupe le plus qualitatif de cette Coupe d'Asie. On va pas se mentir. Ouais. Que donc c'est très difficile aussi hein, finalement de tirer de vraies conclusions sur le Qatar. On parlait de l'Iran qui a envoyé un message, on parlait du Japon qui a fini bon, par gérer son match, même si on attend beaucoup plus du Japon. On parlait de l'Irak qui a confirmé, de l'Arabie Saoudite qui a livré un bon match face à une belle équipe d'Oman. Le Qatar, pour l'instant, c'est très difficile de se dire, ouais, ils peuvent conserver leur titre, quoi, au vu des prestations. Ouais, 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 bien sûr. Après, oui, mais après, comme tu as. Moi, je pars du principe, comme tu l'as très bien dit, Nico, et on le sait, l'équipe organisateur, je sais pas comment t'expliquer ça, mais oui, il y a une sorte d'aura qui va faire quoi qu'il arrive, ils vont aller. Enfin, moi, je pense que le Qatar va aller à minima allez, je dirais en demi, à minima. Après, ça dépend qui tu vas attraper en Ouais, ça quart. dépend qui tu prends Je en pense quart, que ouais. les huitièmes, ça devrait être bon. Je pense que ça va le faire, les huitièmes. Mais Oui, puisqu'ils vont prendre un troisième de groupe. voilà. Donc, je pense qu'ils vont prendre un adversaire à leur portée, à domicile. Donc, avec un arbitrage, on va dire, favorable, un petit peu plus doux, un petit peu plus dans leur sens. Faut pas oublier qu'ils reviennent d'une Coupe du Monde désastreuse pour eux. Voilà, limite honteuse. Donc, il y a une reconquête par rapport au public, qui le public répond présent et joue vraiment le jeu de toujours de supporter son équipe nationale, joue le jeu d'y croire à un deuxième titre. Mais de ce que j'ai vu, je pense que ça sera plus léger de ce qu'on a vu de 2019, Ouais. où ils ont fait un super parcours et ils méritaient amplement son titre. Là, je pense que ça s'arrêtera avant la finale. Mais on est Moi, dans je une pense que ça dynamique s'arrêtera très avant. différente, à savoir que 2019, et on l'a déjà souvent dit sur Hello, hein, malheureusement, le Qatar en 2019 était sur son projet Coupe du Monde et le Qatar était très en avance sur son projet Coupe du Monde, trop en avance Ouais. sur son projet Coupe du Monde. La meilleure équipe du Qatar dans le projet précédent, hein, celui de Félix Sanchez, c'était l'équipe Ouais. de 2019, très clairement. Les joueurs étaient à leur pic à ce moment-là et ça Ah n'a ouais, à fait leur que prime. Ah retomber ouais, ensuite jusqu'à complètement. s'effondrer à la Coupe du Monde 2022 parce que les aspects émotionnels, mais on en a déjà parlé, sont Ouais. venus s'ajouter à ça avec un match ouverture totalement foiré qui n'a pas arrangé les choses. On est sur une autre dynamique, hein, puisque Tintin Marquez est arrivé après un intermède inutile, Carlos Queiroz. Donc on est sur je ne sais pas si Marquez réinitiera un cycle, je ne sais pas s'il résistera à la Coupe d'Asie, je ne sais pas quels objectifs on lui a fixés véritablement, mais on n'est pas sur la même dynamique non plus que 2019, où ils avaient un petit peu surpris tout le monde parce qu'on ne les voyait pas prêts tout de suite. Oui, c'est vrai. Mais Ouais, c'est on vrai. voyait que ça montait et que ça ne cessait de monter en régime le Qatar. On ne pensait Mhm. pas qu'ils allaient être à leur pic aussi vite en 2019, Ouais. parce qu'ils étaient programmés Après, pour 2022 concrètement.
Ouais, bien sûr. Et après, il y a des joueurs comme tu l'as dit en 2019 qui étaient là, mais qui ne sont plus là, qui étaient des cadres comme Boudiaf qui était là et qu'il faut remplacer, qui était un cadre de l'équipe, qui régulait le milieu de terrain et le jeu qatari. Maintenant, on a entre guillemets, des joueurs qui ont pris leur place. Donc, il y a un petit cycle qui commence à se remettre, qui commence à arriver doucement. Donc, avant, comme tu le sais, Nico, et tu as suivi la Coupe d'Asie en 2019, tu avais Alaïadous qui était titulaire indiscutable, qui était un cadre inamovible de cette équipe, qui est devenu, entre guillemets, un joker de luxe côté qatari. Donc, il y a un renouvellement qui commence à se refaire doucement avec Titine Marquez. Et moi, moi, de ce que je vois, de ce qu'il met en place, c'est plutôt séduisant, ça fait le taf, ça remplit les objectifs. Je pense que ses patrons sont plutôt contents de son travail. Ça a rassuré les supporters, ça a rassuré les joueurs après la claque en Coupe du Monde. Donc faire 6 sur 6 à la maison, tu avais une grosse pression, tu devais Ah oui, oui, complètement. reprendre confiance. Donc là, ils vont finir premier de leur groupe. Le troisième et dernier match, je pense qu'ils vont faire souffler les Akram Afif, les Almoez Ali. Donc peut-être Ali, peut-être titulaire parce que voilà, il a envie de marquer des buts. Faut qu'il marque. Il a un Faut record. qu'il marque. Voilà, il faut qu'il marque et surtout, il a un record à aller chercher de Ali Daei avec 14 buts. Oui. Il en est à 10. Donc il a 4 buts encore à marquer avant Ouais. d'arriver devant la légende iranienne. Non, mais je suis d'accord avec toi. Donc, Hein. On est voilà, on est sur une espèce de transition parce que tu parles c'est d'Alaïdos. ça. Alaïdos, il a 33 ans quand même. Hein. Donc voilà. Et cette transition, on la voit arriver. On a vu Youssouf jouer, notamment lors du premier match. Youssouf, il a quoi, 23, 24? Quel âge il a? Mhm. 24, je crois. Youssouf, le gardien, ils ont enfin sorti Alcheb, ils ont mis Barcham qui a 24-25 ans. Donc il y a. Il a été bon aujourd'hui, hein. Il a été bon Non, mais aujourd'hui d'ailleurs. qui est très rassurant, hein, qui est très très bon. Ouais. Le gardien d'Al-Sadd, qui d'ailleurs a pris la place d'Alcheb à Al-Sadd aussi, je crois. Donc, Oui. non, il y a une équipe, il y a une espèce de petite transition qui est en train de s'opérer. On va quand même juste rappeler, mais ça, c'est toujours pour envoyer une dédicace à Carlos Queiroz, que Akram Afif n'a que 27 ans, qu'Almoez Ali n'a que 27 ans. C'est la même génération, les deux. Hein. Non, Donc, mais on les a encore pour un petit moment, hein, les deux là. je pense que Donc, pour la prochaine Coupe d'Asie en Arabie Saoudite, ils seront là, je pense, encore. voilà, Je pense. mais reste à savoir, on est revenu, c'est ce qu'on disait sur le début de la compétition, on est revenu au basique, c'est-à-dire on s'est retourné du côté de l'Aspire Academy. Tintin Marquez est passé un petit peu via Eupen et compagnie par l'Aspire. Mhm. On repasse par les basiques qui avaient été un petit peu oubliés sur Carlos Queiroz et on est en train de réinitier. Donc c'est pour ça aussi, mais c'est vrai qu'on a obligatoirement beaucoup d'attentes sur ce Qatar qui est pays hôte et détenteur du titre. Donc voilà. Les Alors matchs de après, demain. ouais, juste pour partir sur les matchs de demain, Nico, moi, la dernière axe de progression de cette équipe, ce serait vraiment la défense centrale, parce que Lucas Hernandez, qui était vraiment C'est devant moi, dramatique. c'est c'est pas très rassurant. Non. Voilà, c'est pas rassurant. Mais Et pour le voilà. coup, je trouve que le choix d'avoir pris Lucas Mendes, c'est facile, hein, parce que déjà au match d'ouverture, il n'était Ah pas oui, bon. Là, c'était pas bon. Ça ne s'inscrit pas dans ce genre de dynamique-là, justement. oui, c'est ça. Et surtout que Lucas Mendes n'a pas 21 ans, quoi, tu vois. Donc, je ne Non, comprends pas ce non, choix, parce que lui, par exemple, typiquement, on ne sera pas là à la prochaine. non, non, non. Et heureusement pour le Qatar. Et il n'apporte pas grand-chose pour l'instant. Donc, bon, peut-être qu'au prochain match, Ouais. il va mettre un triplé ou c'est lui qui donnera le but du titre. Mais On, non, mais on bon, l'espère ça. On disons que pour l'espère pour l'instant, lui, on en quoi. est quand On même l'espère très pour lui. loin, quoi. Et il Ouais, c'est apporte clair. pas, comme tu dis, justement, il apporte pas la sérénité que la défense, Tout à fait. dont la défense aurait besoin. Bref, les matchs de demain. Exactement. 3 matchs au menu aussi en Asie demain. Le groupe B, qui était pas non plus le groupe le plus excitant hein, sur les premiers matchs. Faute d'adversité aussi. Alors l'Australie va ouvrir le bal à 12h30 face à la Syrie. Pareil, normalement c'est très déséquilibré. On va voir si l'Australie monte en puissance ou en mode Graham Arnold continue de ronronner tranquillement et de gagner ses matchs sans trop forcer. Ce qui à mon avis sera la probabilité la plus forte. Oui. Et en plus, Nico, le match va se jouer à Jazim Stadium. Jazim bin Salih Jazim, c'est là où il y avait le Corée du Sud Bahreïn. Et à l'heure, Il va faire très chaud. il va faire très chaud, le soleil dans la tronche, etc. Donc, la chaleur plus l'Australie et la Syrie, je pense que la sieste va piquer. Je pense qu'on aura Préparez. peut-être. Bah, Voilà. soit mangez pas avant. Voilà, mangez Voilà. pas avant le match. Attendez après. C'est ça. Mangez pas avant le Ouais. match.
Non, mangez pas. Est-ce que je stream demain? Non, demain, normalement. Non, demain, non, parce que déjà, 12h30, je peux pas. Et ensuite, non, je peux pas. Demain, par contre, il y aura un live vendredi pour Irak-Japon. On sera avec Boris. Et là, pour le coup, ça sera très, très excitant. J'ai mis beaucoup de traits, mais c'est normal, parce que très impatient de voir ce match-là. Je continue demain. On attend aussi beaucoup de l'Ouzbékistan. C'est ce que disait Al-Arami. On espère que l'Ouzbékistan va lancer sa compétition. On espère voir quelque chose de l'Ouzbékistan c'est l'occasion, demain face à Nico. l'Inde. Surtout face à l'Inde. C'est l'occasion. Voilà. Ouais, c'est l'occasion. 15h30, ce match entre l'Inde et l'Ouzbékistan. Et l'Ouzbékistan qui, mine de rien, doit pas se rater. Parce qu'après le match nul face à la Syrie, il ne faut pas jouer, permettez-moi l'expression un peu vulgaire, il ne faut pas jouer au con. Côté Ouzbékistan, va falloir assurer face à l'Inde qui n'a absolument rien montré face à l'Australie. Donc voilà. Dramatique. C'est voilà. Et 18h30, le match auquel tu assisteras, Letko. Palestine, Émirats Arabes Unis. On devrait avoir aussi encore une très belle ambiance. On va voir justement, et justement ça permettra, normalement le duel sur le papier est assez déséquilibré, et on mesurera peut-être un petit peu plus la performance de l'Iran en ouverture face à la Palestine à l'aune du résultat des Émirats Arabes Unis. On verra aussi si la Palestine parvient à se libérer un petit peu, vu le contexte, on en a déjà beaucoup parlé. Donc voilà, même pas un live pour le Côte d'Ivoire-Nigeria, non, c'est pas possible. En plus, je suis pas accompagné, donc le live tout seul, c'est un peu moyen. Donc non. Mais voilà, prochain live, ça sera 12h30 vendredi avec Boris pour Irak-Japon. Et là, pour le coup, on devrait se faire Juste un plaisir. dernier mot sur la Palestine. Tu m'avais demandé lors d'un live précédent comment se passait la préparation, etc. On a pu voir des images de l'entraînement. Donc, apparemment, ça a l'air de s'entraîner normalement. Donc, il n'y a pas de problème spécifique. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à signaler du côté de la Palestine en termes de préparation. Voilà. Ok, très bien. Et ben voilà. Donc on va arriver au terme de cette émission. Et Red le Rouge, pour finir de te répondre sur pas de live pour Nigeria-Côte d'Ivoire. Déjà, le match est sur Bein. Il est très bien, il est commenté, très bien commenté en français. Donc si moi en plus je suis tout seul dessus, tu vois, notre valeur ajoutée, elle est pas folle. Surtout qu'en plus, je pense que ce match-là sera le seul match de Bein Sport commenté avec des gens qui sont sur place, puisque ils n'ont que 2 commentateurs sur place, enfin un commentateur et un consultant sur place. Donc voilà, on n'aura pas grand-chose de plus à dire que. Donc voilà. Bref. En tout cas, on se donnera rendez-vous demain. C'est la fin de cet épisode. Merci Letko de m'avoir accompagné. Bah écoute, toujours un plaisir, Nico, et merci au chat de toujours être fidèle au poste. Voilà. Exactement. On va remercier le chat. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à ceux qui étaient là aussi, parce qu'il y en a quelques-uns là. Je vous ai vu ce midi. Je vous ai vu suivre ce match absolument extraordinaire entre le Liban et la Chine. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 23h pour le prochain épisode de Jour de Coupe. On veut du spectacle et des buts. C'est sur cette phrase qu'on va s'arrêter. Merci à tous. Bonne nuit si vous allez vous coucher. Sinon, il y a du foot au Mexique. Tigres joue ce soir à 2h du matin, dans 1 heure. Vous pouvez tenir. Contre Léon, si vous voulez voir le début de Brunetta à côté de Gignac. Profitez-en. Allez, on se dit à demain 23h. Passez une bonne nuit et passez de bons matchs demain. Salut tout le monde.